Parfait. Voilà, alors merci déjà à chacun d'entre vous. J'ai le bonheur de participer à cet événement aujourd'hui. Je voulais vous remercier, vous qui êtes présents, de votre fidélité et de la confiance que vous faites à l'association et à travers elle, aux activités qu'elle organise dans le cadre de l'école des scribes. Je remercie naturellement Mylène qui a introduit et ensuite Elounou qui a su poursuivre cette brève présentation intéressante qui, je l'espère, vous a fourni des éléments essentiels pour comprendre en fait de quoi il est question lorsque nous parlons de l'école des scribes. Je remercie également Oscar et bien sûr la reine du Congo, Caro Mama, ma sœur du Brésil, pour ces hommages, ces rappels et la description de ce parcours qui est un peu celui de chacun d'entre nous, car chacun saura se reconnaître. En fait, on a tous ce besoin d'Afrique, ce besoin de dignité, de restauration de notre dignité. Et ce n'est pas qu'un souhait pieux, car en réalité, la dignité des peuples kémites a été parfaitement abîmée. Et à travers le travail, bien modestement, que nous conduisons, eh bien, il est question de restaurer, sans prétention, mais de restaurer ce qui peut encore l'être. Et croyez-moi, dans ce domaine, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail. Et l'intérêt que vous accordez au travail que nous conduisons dans ce domaine nous aide évidemment à poursuivre le travail, car c'est aussi un sacerdoce, vous le savez, et le travail ne finit jamais en réalité. Donc, c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est un privilège que de vivre cette époque où on voit apparaître quelques lueurs finalement de cette renaissance que nous appelons de nos voeux et qui est bien évidemment inévitable. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité vous entretenir sur un sujet qui est en fait un prétexte. Je l'ai intitulé « À quoi sert la méthode Kuma ?» Mais vu que je n'ai qu'un week-end et que demain, je vais également intervenir dans le cadre des dimanches de Dibon Barimbok pour parler des ancêtres mythiques de l'humanité, il faudra prendre cette introduction ou cette communication comme une introduction à ce qui va être complété demain. Mais naturellement, ceux qui ne pourront pas être avec nous demain auront déjà compris non seulement ce que c'est que la méthode Kuma, car j'espère que je saurai répondre à cette question, mais également auront quelques éléments de compréhension de la profondeur à laquelle on peut parvenir lorsqu'on pratique la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens qu'on appelle régulièrement les hiéroglyphes. Voilà, donc le thème du jour que j'ai souhaité aborder dans le cadre de cette porte ouverte, c'est bien ce thème-là qui consiste à montrer avec un exemple suffira, à quoi on peut parvenir lorsqu'on pratique la méthode Kuma, c'est-à-dire la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes et du copte, et montrer en quoi cela est innovant et en quoi cela peut intéresser précisément tous les Kémites, tous les Africains, tous les Africaines, tous les Afro-descendants qui se questionnent sur leur passé, sur leur ancestralité, sur leur histoire. Car en réalité, nous pensons, comme Cheikh Anta Diop, que l'Égypte antique est naturellement la civilisation la plus aboutie que le monde ait jamais connue, mais également le corpus qui va permettre de rénover les sciences avec grand S en Afrique noire, dans tous les domaines en réalité, parce qu'il n'y a pas un seul domaine naturellement qui n'ait sa matrice en Égypte antique. Voilà. Donc, ceci pour dire l'importance du sujet et les motifs pour lesquels nous nous sommes très tôt intéressés à ces questions. Et fil en aiguille, évidemment, nous avons pu comprendre l'importance des langues et bien sûr l'importance des caractères sacrés égyptiens, qui ne sont pas sacrés seulement en parole, mais qui sont sacrés dans les faits. C'est ce que je vais tenter d'illustrer également aujourd'hui. Voilà un peu le programme. Alors, je vous prierai d'être attentif, évidemment, puisque à la suite de cela, il y aura un quiz
Et certaines questions qui seront posées viendront directement de cette communication. Il se peut aussi que je sois amené à vous poser quelques questions dans l'espoir que vous saurez prendre la parole et évidemment nous aider à avancer dans cette communication, car je l'ai souhaité conviviale et je ne souhaite pas en faire un monologue. Voilà. Donc, le sujet du jour, c'est bien cela. On va commencer par la question du paradigme, parce que nous sommes dans une école, le cadre d'une école, et une école, bien sûr, se conçoit d'abord selon un paradigme, c'est-à-dire une manière, vous le verrez, de voir le monde. Et tout part en réalité de ce qu'on appelle le paradigme, parce que nous sommes tous des êtres humains sur cette terre, mais nous n'avons pas la même vision du monde. Et ceci est fondamental, parce que c'est dans ces lieux que se niche ce qu'on appelle l'aliénation. Donc, il faut toujours savoir qui on est et à partir de là, définir en fait notre action dans le monde, action naturellement guidée par ceux qui nous ont précédés, par ceux qui ont avant nous énoncé des vérités sur l'univers. Et bien sûr, lorsqu'on parle de cela, il s'agit évidemment de nos ancêtres. Tous les peuples procèdent de la sorte, sauf les peuples qui évidemment ont été agressés dans leur dignité, dans leur façon d'être, et qui vivent donc par emprunt et usent de superficialité pour être dans le monde. Mais ce n'est toujours qu'une couche. Vous le verrez quand en réalité le cœur reste et demeure et ne demande qu'à finalement s'exprimer. Et c'est ce que nous tentons de faire à travers cette école, à travers la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens. Nous tentons justement d'amener les Kémites, les Afro-descendants, à se révéler à eux-mêmes à travers les exercices que nous proposons, exercices qui sont, je l'espère, en tous les cas, je le pense, à la portée de chacun, parce qu'a priori, on peut saisir ici l'occasion de quelques difficultés, etc. Mais il n'y a pas réellement de prérequis. Il s'agit simplement d'avoir la patience de comprendre et on finit naturellement par comprendre. Et les bénéfices sont immenses. Les bénéfices sont immenses de ce point de vue-là. Donc, on va commencer par aborder la question du paradigme. Puisque, comme je l'ai dit, toute école est orientée. Tout apprentissage est toujours orienté vers un but. Il n'y a pas un apprentissage qui se déploie sans qu'il n'amène l'apprenti, le stagiaire, l'écolier, l'étudiant à une fin souhaitée. C'est-à-dire que quand vous entrez dans un processus de formation, c'est parce qu'on souhaite que vous soyez façonné d'une certaine façon. OK? Et naturellement que vous ayez donc une action dans la réalité en relation avec ce que vous avez dans l'esprit. Et ce que vous avez dans l'esprit vient d'une pensée, d'une manière de voir le monde. Et c'est la base. Et l'Afrique n'est pas orpheline, n'est pas vide de ce point de vue-là, bien au contraire. Parce qu'elle a conceptualisé, j'allais dire, l'essentiel de ce qui s'appelle aujourd'hui la civilisation. Et il est simplement question pour les peuples héritiers en droit de ligne, précisément de cet héritage, d'en avoir conscience. Et c'est là, naturellement, que se situe, pour ce qui concerne l'époque qui est la nôtre, le nœud du problème. Car les peuples éthiopiens, les peuples kémites n'ont pas toujours conscience de l'action qu'ils ont eue dans le monde. Voilà. Donc, nous commencerons par définir ce que nous appelons le paradigme. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? Un paradigme est, en épistémologie et dans les sciences humaines et sociales, une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde, un modèle cohérent. J'aurais dû mettre 3 barres sous cohérent, parce que la cohérence est parfois questionnable dans nos lieux de souveraineté. Quand je parle de nos lieux, je parle bien évidemment du continent noir, mais évidemment également des territoires prétendument d'outre-mer, mais qui sont des pays africains, c'est-à-dire les Caraïbes, la Réunion, etc. Voilà. Donc, un paradigme est, en épistémologie et dans les sciences humaines et sociales, une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini. Donc, ce sont des mots éventuellement savants. Mais là, en fond, j'imagine que chacun comprend plus ou moins de quoi il est question. Donc, je ne passerai pas mon temps à définir les mots de la définition. Mais enfin, le paradigme, c'est une représentation du monde, une manière de voir les choses,
un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini. Bien sûr, évidemment. Donc, tout cela part naturellement de ce qu'on appelle la tradition, d'accord? Qui, pour certains, prendra les habits de la religion. On peut ensuite, naturellement, développer les choses, mais la base, c'est cela, ok? Donc, c'est parce que les personnes qui nous ont précédés ont observé leur environnement, ont produit une connaissance par rapport à cet environnement, que nous, à la suite d'eux ou d'elles, ces personnes, eh bien, nous tentons non seulement de nous familiariser avec ce qui a déjà été acquis, parce que les vérités sont éternelles, mais de faire prospérer cette manière de voir le monde dans notre espace de souveraineté qui généralement correspond à notre lieu de naissance, au lieu où naturellement nous avons des affinités, point de vue ethnique, éventuellement racial, même si bon, ce sont des questions qu'on peut encore détailler. Mais enfin, on vient tous de quelque part. Okay? Et ce quelque part ne commence pas avec le discours d'une personne étrangère. Chacun sait d'où il vient. Pour cela, il suffit simplement de regarder même son apparence. Cela suffit. D'accord? Mais ensuite, on peut évidemment s'imaginer quand on est espagnol, quand on est du Mozambique, ou quand on est, je ne sais pas moi, suédois, quand on vient d'Angola. Bon, ça, ce sont les constructions contemporaines. Mais quant au fond, un Angolais, disons, ne sera jamais suédois, on le sait quand même. Et c'est plutôt une richesse pour la Suède que de le reconnaître, car au fond, le but n'est pas de gommer les spécificités, c'est encore une richesse que d'amener chacun à exprimer la diversité qu'il sait représenter. Quand cela est positivement, quand cela est positivement fait, tout le monde sait en profiter. Voilà. Donc le but réellement, c'est de libérer cette diversité, mais pour savoir la libérer, encore faut-il en avoir conscience. OK? Donc, il ne s'agit pas de vivre par procuration, de s'asseoir et de n'exprimer que des paroles des autres sans jamais se poser la question de savoir qui on est fondamentalement et quel discours nous pouvons revendiquer, qu'est-ce que nous apportons dans le monde, hein? Dans cette scène de partage des civilisations, des humanités, qu'est-ce que nous avons de singulier que d'autres peuvent avoir l'ambition d'apprendre? Parce que nous ne sommes pas toujours... Nous ne devons pas toujours être amenés à être dans une démarche d'apprentissage des autres. Peut-être que les autres aussi souhaitent en apprendre un peu de nous. Et cela nécessite évidemment une forme d'humilité. Mais pour que cette humilité naisse, il faut qu'ils aient conscience précisément de la puissance et de l'importance de la civilisation que vous représentez. Voilà. Donc, la lecture analytique, c'est le paradigme dans lequel travaille l'école des scribes. La lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes et du copte que j'ai en abrégé dénommé la méthode Kuma. En hommage à la civilisation mandingue, vous le verrez, j'en parlerai un peu, parce que le terme Kuma est un mot éthiopien qui existe bien sûr dans toute l'ère éthiopienne, qu'il s'agisse du Soudan occidental ou de l'Afrique centrale. Mais au Soudan occidental, c'est un mot qui signifie la parole. C'est un mot qui désigne aussi un oiseau, un échassier qu'on appelle en français l'ibis, qui est l'oiseau que retiendront nos ancêtres pour incarner la parole divine, la connaissance, les arts, tout ce qui concerne l'intellectualité de l'humain. L'esprit humain est incarné dans cet oiseau que les Bambara, les Malinké et apparentés appellent Kuma, le nom de l'ibis, qui signifie parole. Okay? Donc voilà pourquoi nous avons souhaité nommer cette manière d'approcher les caractères sacrés égyptiens la méthode Kuma, en hommage à ces peuples voilà, qui ont théorisé sur ces questions. Donc, à travers ces lunettes, nous vous proposons un nouveau paradigme, car cette école, l'école des scribes, c'est une école qui a de l'ambition. Ce n'est pas une école comme les autres, j'ai envie de le dire, sans naturellement diminuer le mérite que les uns et les autres peuvent avoir. Mais, puisqu'il est question de parler aujourd'hui de l'école des scribes et de la méthode Kuma, bien, je vais en parler pour dire quelles sont les perspectives que nous proposons à ceux qui s'intéressent au travail que nous conduisons. Cette école propose un nouveau paradigme, une nouvelle manière de voir les choses et a mis en place des outils pour y parvenir. Car au bout, naturellement, de l'apprentissage que nous proposons, il est question d'en sortir
totalement changer. Hein. Quelles que soient vos perspectives, quelles que soient vos origines, quel que soit le savoir que vous prétendez savoir au moment où vous entrez dans cette école, vous en sortirez changé. Ça, ce n'est pas simplement un souhait, c'est une réalité. Et je pense que les stagiaires qui sont ici, même s'ils ne le savent pas encore, au moins ils le sentent déjà. Ça, c'est une certitude. Parce que je parle en connaissance depuis que j'ai fait le chemin. Donc, je sais comment j'étais avant, je sais comment je suis aujourd'hui et comment je vois le monde aujourd'hui. Et c'est ce que je vais tenter de partager avec vous. Bon. Donc, nous vous proposons un nouveau paradigme et la lecture analytique est un outil qui permet d'affiner les reliefs de ce nouveau paradigme. Et quand je dis nouveau, je parle de nouveauté pour l'époque qui est la nôtre, car en réalité, il s'agit du paradigme ancestral des peuples éthiopiens, du paradigme ancestral des peuples kémites. Mais il y a une manière d'appréhender ce paradigme, naturellement, qui conçoit par certains pans des éléments ésotériques. Voilà, c'est un fait. Mais nous tentons du mieux que nous pouvons eh bien, d'amener les gens à comprendre par eux-mêmes certaines choses qui souvent ne peuvent pas être publiquement dites parce que c'est comme ça. Voilà. Malheureusement ou heureusement, on le jugera par la suite, mais enfin, les choses sont ainsi faites que nous n'entretenons pas le mystère pour le bénéfice du mystère. Nous disons ce qui peut être dit et cela suffit pour comprendre. Voilà. Donc, il s'agit de se réapproprier en fait le paradigme ancestral, mais pour l'époque qui est la nôtre, c'est une nouveauté parce que depuis au moins 1000 ans, 500 ans, tout au moins 1000 ans, les peuples éthiopiens évoluent dans une mare qui n'est pas conforme à leur identité. Ça, c'est le minimum qu'on puisse dire. Parce que nous avons, par les lieux où nous vivons, eh bien, des choses tout à fait récentes qui sont arrivées dans ces espaces et qui occupent une place très importante quand en réalité, même si on peut percevoir quelques richesses de ce point de vue, c'est encore l'ancestralité, c'est encore la tradition, c'est encore l'authenticité qui doit quand même triompher dans nos lieux de souveraineté. Voilà. Et ce paradigme a le bénéfice justement d'illustrer l'intérêt de s'inquiéter précisément de cette question d'authenticité, de cette question d'originalité, de cette question de traditionnalité et évidemment de réappropriation de l'héritage qui a été capté et qui, en réalité, dans les mains de ceux qui l'ont capté, a été totalement dénaturé, bien évidemment. Voilà. Donc, l'outil que nous utilisons, l'un des outils, bien sûr, c'est la lecture analytique, ce n'est pas le seul. Et je vais tenter aujourd'hui, à travers un exercice, d'illustrer ce que c'est que la méthode Kuma. Parce que, je tiens quand même à le dire, on a souvent entendu des critiques, et ça fait partie de la discussion qu'on peut avoir quand on est dans le monde, évidemment, puisqu'on fait une proposition, on doit s'attendre à des critiques. Mais souvent, elles procèdent, si ce n'est de la mauvaise foi, tout au moins d'une mauvaise compréhension de ce que c'est que la méthode Kuma. Parce qu'une chose est de questionner une démarche épistémologique, une autre est totalement une autre en est de la dénaturer volontairement. Okay? Puisque nous sommes encore vivants pour pouvoir en parler, eh bien, aujourd'hui, nous allons en parler pour que le monde entende ce que c'est que la méthode Kuma. Voilà. Bon, vous vous trouvez aujourd'hui à la croisée des chemins. Vous avez deux possibilités. Soit vous engagez un changement, soit vous continuez la même chose avec la certitude qu'en faisant toujours la même chose, on aboutira toujours au même résultat. C'est-à-dire que ce que vous connaissez déjà, vous le connaissez parce que vous avez souvent fait certaines choses de certaines façons. Okay? Donc, le résultat est attendu et connu. C'est-à-dire c'est quelque chose de programmé. Vous ne pouvez pas toujours faire la même chose et espérer une différence au bout. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que quand vous faites une omelette, il faut casser les œufs. Vous ne pouvez pas ne pas casser les œufs et puis vous attendre. Voilà. Donc, vous comprenez l'idée, en fait. Je prends comme ça des métaphores, mais enfin, c'est pour me faire comprendre. Donc, puisque les peuples noirs en général sont dans une situation où ils sont souvent amenés à questionner le produit de leur intellectualité, le produit de leurs actions, et on peut quand même se dire qu'il est peut-être question, par l'époque qui est la nôtre, peut-être de changer la manière de faire. Je parle
de la manière de faire dans tous les domaines, y compris évidemment le domaine éducationnel, qui est le domaine qui nous préoccupe en premier, puisque c'est quand même encore dans ces lieux que nous formons les esprits. Okay? Donc, on ne peut pas continuer de faire l'école comme elle est faite aujourd'hui et espérer un résultat différent. C'est être, je veux dire, inconséquent. Il faut être intelligent dans le monde. On n'est pas là pour perdre le temps. D'accord? On ne peut pas avoir la chance de vivre et puis de bousiller cette chance dans des choses qui nous perdent du temps. Il faut savoir être efficace dans le peu de temps que nous avons à agir. Et ce temps, il est compté. Vous le savez tous. Donc, nous ne pouvons pas perpétuer les mêmes actions, les mêmes comportements, les mêmes façons de faire, les mêmes manières d'appréhender la connaissance même des peuples noirs. C'est-à-dire, par exemple, des hiéroglyphes, et espérer un résultat différent. Okay? Parce qu'il y a des savants qui ont questionné les caractères sacrés égyptiens, qui sont parvenus à certains résultats. Aujourd'hui, on arrive à faire un certain nombre de choses. Et c'est un hommage que je rends à ceux qui ont été, de ce point de vue, de bonne foi. Mais il en vient un moment où il existe comme une sorte de plafond de verre. On ne parvient pas, avec, par exemple, la translittération, à sentir l'esprit kémite dans les hiéroglyphes. C'est-à-dire que si je suis un professeur d'égyptologie et que je possède une chaire en égyptologie et que je vais dans un village africain, quel qu'il soit, et je me mets à parler de cette science, personne ne comprendra ce que je suis en train de raconter. Personne ne comprendra ce que je suis en train de raconter. Hein, je veux parler d'Osiris, je veux parler d'Isis, d'Horus, bon, c'est bien. Je veux paraître très intelligent, hein, je veux impressionner les villageois, mais la vérité, c'est que ils vont en sortir avec la certitude que j'ai beaucoup de choses dans la tête, mais ces choses, ils ne se sentent pas concernés par tout ce que j'ai dans ma tête. Et l'intérêt réellement de la démarche qui est la nôtre, c'est de créer cette connexion. C'est-à-dire d'amener le kémite lambda, où qu'il se trouve, à sentir son ancestralité à travers le corpus développé par les anciens Égyptiens qui sont, en fait, un modèle. Parce qu'on ne vient pas tous d'Afrique en Afrique, enfin d'Égypte en Afrique. Évidemment, le territoire est localisé, on sait où ça se trouve. Mais la vallée du Nil, il faut quand même encore comprendre que le Nil, c'est quand même le fleuve le plus important en Afrique. Le Nil commence dans la région du Burundi, par là. Donc, quand on parle de la vallée du Nil, ça commence au Burundi. Vous voyez? Et tous ces peuples-là, évidemment, étaient au fait de cette grande civilisation qui a rayonné dans le monde entier. C'est-à-dire que toute l'Afrique baignait, évidemment, dans la sphère civilisationnelle de l'Égypte pharaonique. Un peu comme aujourd'hui, imaginez les États-Unis. Je veux dire, jusqu'au fin fond du Tchad, vous posez la question à un enfant, il saura au moins ce que c'est que Michael Jackson. Il saura au moins dire 2 mots là-dessus. L'Égypte antique, dans l'Antiquité, hein, on dira ça comme ça, mais c'était le cas. Donc, on ne peut pas imaginer que les peuples éthiopiens qui vivaient là, à quelques kilomètres seulement, étaient ignorants de ce qui se passait dans ces lieux de savoir et de science. Donc, nous sommes tous concernés. Okay? Donc, ce n'est pas quand on parle de l'Égypte antique, parce que c'est parfois un argument qu'on peut entendre. Mais pourquoi toujours l'Égypte antique? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres civilisations? Il y en avait, c'est sûr. Mais le climat égyptien, c'est un climat conservateur. Il y a certainement eu un phénomène de momification en Afrique centrale, etc. C'est d'ailleurs dans ces lieux que les Égyptiens ont pris naissance, ce qu'on appelle aujourd'hui les anciens Égyptiens. Évidemment, ils sont venus de l'Afrique des Grands Lacs. Évidemment, on le sait. Par contre, allez donc trouver un papyrus aujourd'hui au Congo, vous ne pourrez pas, il pleut énormément. Donc, ne serait-ce que par le climat, ce n'est pas possible, la conservation n'est pas possible. Du côté du Soudan occidental, c'est déjà plus praticable parce qu'encore, je veux dire, au Sénégal, on trouve encore le phénomène des pyramides, ce genre de choses qui sont en fait des tombes aujourd'hui parce que ça a été conçu comme ça, évidemment. Mais il faut comprendre que c'est un modèle. C'est un modèle. Cheikh Anta Diop l'expliquait très bien en rappelant que l'Égypte sera pour l'Afrique ce que la Grèce fait pour l'Europe. Les Allemands ont dévisé sur la Grèce, mais aucun Allemand n'avait une filiation grecque. Quand en Afrique, il existe des peuples qui ont des filiations immédiates, j'en parlerai tout à l'heure, notamment concernant les Mandingues. C'est-à-dire les Allemands n'ont aucune relation historique avec les anciens Grecs. Aucune. Les anciens Grecs sont beaucoup plus proches des Africains que des Allemands, que des Français. Il faut quand même le savoir. Mais ça n'a pas empêché qu'on parle aujourd'hui des civilisations gréco-romaines et qu'ils aient comme ça investi le champ civilisationnel de la Grèce en parlant de Platon, Aristote, etc. Débuté la philosophie par ces penseurs qui eux-mêmes ont été des élèves des anciens Africains. Voilà. Donc, il faut quand même avoir un objet conceptuel fort
pour bâtir une civilisation, pour perpétuer une tradition qui ne tombe pas du ciel, car nous n'allons pas réinventer le fil à couper le beurre. Donc, ce que nous vous proposons dans le cadre de l'école d'écrite, c'est le changement. Nous vous proposons changement de paradigme, changement de manière de faire, changement dans les perspectives, dans les processus, dans les résultats. Voilà ce que nous vous proposons. OK? Nous n'allons pas continuer de faire comme d'autres le font, car si c'est ce qui vous intéresse, évidemment, les écoles ne manquent pas. Je veux dire, aujourd'hui, les propositions de ce point de vue, il existe un nombre conséquent d'instituts qui proposent de vous familiariser au caractère sacré égyptien. Mais nous n'allons pas continuer de le faire, car génération après génération, le résultat est quand même relativement mitigé. On peut quand même se le dire en toute honnêteté, sans nécessairement donner l'impression que nous diminuons le mérite des uns et des autres. Chacun fait avec les moyens de son époque. Aujourd'hui, nous avons des outils qui nous permettent quand même une relative autonomie dans la démarche de questionnement des paradigmes développés par nos ancêtres. Voilà. Et nous n'avons pas besoin d'interprètes pour lire le testament de nos ancêtres. Nous pouvons le faire nous-mêmes, parce que l'interprète peut avoir le défaut de nous dire B quand c'est A, pour son propre intérêt à lui. Je veux dire, quand vous allez chez le notaire, vous êtes quand même encore en mesure de lire le testament après lui. Mais s'il vous dit tout de ce que vos ancêtres vous ont légué, il peut décider de changer une virgule, de changer, voilà, pour son propre bénéfice. Et c'est un risque que nous ne pouvons pas courir dans les conditions actuelles. Parce que l'Afrique a besoin de se réformer, de réinvestir ses lieux de souveraineté. Et en premier lieu, bien sûr, de réinvestir la connaissance d'elle-même. Elle n'a plus besoin aujourd'hui qu'on lui dise qui elle est, parce qu'elle connaît son nom, elle sait qui elle est, et il s'agit simplement pour les peuples africains d'en prendre pleinement conscience et évidemment de réorienter les regards, non plus vers l'au-delà, des mers qui entourent cette belle île qu'on appelle l'Afrique, car l'Afrique est quand même encore une île, j'espère que vous le savez, mais non, de regarder vers l'intérieur. Regardons-nous nous-mêmes, phénomène de miroir, pour comprendre qui nous sommes. Et c'est comme ça que nous comprendrons ce que nous avons d'essentiel à apporter à l'humanité. Voilà. Donc, les religions actuelles, c'est un peu comme un habit. Aujourd'hui, vous pouvez être juif, demain musulman, après-demain catholique, ensuite hindouiste, et puis bouddhiste, et peut-être enfin protestant. Donc, on peut changer la chasuble, le manteau. Je parle ici des peuples kémites, fondamentalement, parce que pour les sociétés qui ont vu naître ces religions, c'est leur manière d'entrer dans l'histoire. On ne peut pas leur refuser de chercher une place dans l'histoire. Mais pour les peuples qui empruntent justement de cette tradition pour en faire les leurs et à devenir des chantres, des prophètes même dans les villages en Afrique, bon, ça pose un problème fondamental. Voyez, parce qu'on voit encore les tombes de nos ancêtres quand même, et ils n'avaient pas cette foi, ils n'avaient pas cette manière de voir en partage. Et c'est une injure même faite à l'intelligence humaine que de croire qu'on va attendre le missionnaire pour obtenir la clé du paradis, franchement. Il faut être sérieux. Voilà. Donc, je parle ici au peuple kémite. Voilà. Okay? Donc, pour les peuples kémites, les religions, quelles qu'elles soient, c'est un habit. L'habit a le défaut ou l'avantage, je ne sais pas, prenez-le comme vous le voulez, de pouvoir être changé. Donc aujourd'hui, vous êtes musulman, demain chrétien. Souvent même, on est d'abord chrétien, on est musulman parce qu'on épouse une musulmane, parce que la loi musulmane l'oblige. Des fois, on est musulman, on devient chrétien parce que l'islam peut-être nous a déçus, je ne sais quoi. Il y a toujours des motifs de tout ordre. Parfois, c'est les familles, parfois, voilà. Bref. Vous saviez ceci mieux que moi, puisque c'est une réalité que chacun a su vivre par les temps qui courent, c'est courant. Okay? Donc, nous pouvons être musulmans, catholiques, bouddhistes, tout ceci, ça existe en Afrique. Donc, on peut changer l'habit qu'on décide de prendre, de porter dans l'instant où on veut avoir des intérêts singuliers quelque part. Mais la chose qu'on ne peut jamais changer, c'est le sang qui coule dans nos veines. Vous voyez? Et ce sang a une information pour vous. C'est-à-dire que le sang qui coule dans vos veines, ce n'est pas seulement, je vais dire, biologique. C'est aussi spirituel. Parce que le sang, dans les traditions africaines, il n'y a rien de plus puissant que le sang. Enfin, je ne vais pas ici faire des développements importants sur
sur ces questions, car vous pouvez le sentir, je n'ai pas besoin d'aller dans le détail. Donc, vous pouvez changer l'habit du moment. Aujourd'hui, vous êtes chrétien, demain musulman, après bouddhiste, ensuite shintoïste, enfin bref, parfois même on prétend être athée hein, au bout. Quand on a été longtemps à l'école et qu'on commence à douter un peu de la parole du pasteur du village ou du coin, on se dit athée. Parce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ces histoires? Vraiment, ça n'a aucun sens. Et on va donc finir athée. Et c'est encore, je veux dire, une case dans laquelle on peut se complaire quand elle ne procède pas du paradigme kémite. Parce que il n'y a pas en Afrique, sur ce continent, la notion d'athéisme n'existe pas. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Il faut vraiment le savoir. Donc la question ne se pose même pas. Ceux qui prétendent être laïcs, athées, je ne sais quoi, bon, c'est par ignorance, je le dis gentiment, d'accord? Ils sont certainement très intelligents, je ne doute pas de l'intelligence humaine, d'accord? Mais l'ignorant, on peut être très intelligent et être ignorant sur certaines questions. Ce n'est qu'une question d'exposition en réalité, d'accord? Et je suis ignorant moi aussi dans beaucoup de domaines, évidemment. Mais ce domaine-ci, au moins ça, j'ai pris du temps pour l'étudier et je peux en parler avec autorité. Bien modestement, certes, mais avec autorité quand même. Voilà. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on peut changer de religion, mais on ne peut pas changer le sang qui coule dans nos veines. Et c'est ce sang qui coule dans nos veines qui nous rattache à ce qu'on appelle Dieu. D'accord? Donc, vous devez sentir la dimension spirituelle du sang qui coule dans vos veines. Ça, vous ne pouvez jamais le changer. Vous pouvez porter les habits que vous voulez. Vous balader dans les chapelles que vous voulez. Vous ne serez jamais satisfait parce que le jour du jugement, car il y a un jour du jugement, moi je suis un kémite, d'accord? Nous avons un modèle, eh bien, c'est par le sang que vous êtes jugé. C'est pas puisque le jour du jugement, vous appelez votre mère, vous sollicitez la pureté. Cela ne passe que par le principe du placenta du sang. D'accord? Donc, je le dis pourquoi? Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est simplement pour comprendre que vous pouvez avoir dans le monde des propositions de toute nature. Bon, quand on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Mais quand on sait, on peut quand même se poser certaines questions. Voyez? Parce qu'aucune vie n'est futile, inutile. On n'est pas né pour être inutile sur cette terre. Je veux dire, si vous êtes vivant et ici sur cette terre, c'est que vous avez probablement quelque chose à accomplir. Et pour le découvrir, plus proche vous serez de votre centre de gravité, c'est-à-dire de vous-même, plus près vous serez de cette mission, en tout cas dans les dispositions pour la découvrir. Plus loin vous êtes, évidemment, je veux dire, si vous passez votre temps à questionner les contradictions de Hegel ou de Kant, je ne sais qui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Donc, je voulais le dire aujourd'hui pour qu'on sache que c'est une démarche de restauration de l'être kémite dans ce qu'il a de plus essentiel, c'est-à-dire le sang qui coule dans ses veines. Parce que c'est ce sang-là qui lui donne un héritage, qui lui donne une ancestralité, qui lui donne une place dans ce monde. D'accord? Dans le cadre de l'école des scribes, nous avons choisi un paradigme d'autorité. Nous avons choisi le paradigme mandingue, qui comporte, vous le verrez, des aspects ésotériques. C'est pour cette raison que j'ai choisi cette image pour l'illustrer, c'est-à-dire une femme qui masque un œil, parce qu'on ne voit pas tout, a priori, de l'extérieur. D'accord? Puisque c'est une communication publique, vous devez savoir qu'il y a des aspects qui sont évidemment ésotériques. C'est normal. Il n'y a pas une civilisation qui se respecte, qui n'ait une tradition qui ne soit ésotérique. Je veux dire, le contraire n'existe pas. Donc, pour expliquer le choix délibéré de ce paradigme, ce n'est pas une manière de dire qu'ailleurs en Afrique, il n'existe pas de valeur dans les corpus constitués. Non. C'est que les peuples mandingues sont des peuples africains, des peuples kémites, des peuples éthiopiens. Et étant éthiopiens, nous avons l'embarras du choix. Et dans le cadre de l'école des scribes, nous avons décidé, un peu comme a pu le faire, j'allais dire, les empereurs romains à une certaine époque, quand il fallait décider de la religion qu'il fallait promouvoir dans l'Empire, ils ont choisi une tradition, un paradigme qui va devenir le christianisme. Parce qu'il faut bien choisir à un moment donné, lorsqu'on veut être dans le monde et avancer avec cohérence. Parce que tous les paradigmes, certes, peuvent, disons, les traditions, j'allais le dire de cette façon, se valent en Afrique, mais il y en a qui sont mieux
étudiés, on va le dire de cette façon, mieux appréhendés, moins attaqués que d'autres. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau de la disponibilité de la connaissance et de la profondeur de la connaissance, les peuples soudanais ont, pour certains d'entre eux, l'avantage d'avoir conservé quand même un nombre incalculable d'éléments qui nous permettent de nous reconstituer en tant que peuple uni et cohérent dans ce que nous faisons dans le monde. Ce d'autant plus que les Mandingues viennent de la vallée du Nil. Ça, c'est un fait. Je pourrais en parler ailleurs. Bon, ici, je ne vais pas faire un développement là-dessus parce que j'ai vu et véritablement vu l'origine des peuples qu'on appelle aujourd'hui les peuples mandingues. Je dis mandingues en général, mais apparentés. Hein. Pour moi, en fait, j'aurais pu parler des Soudanais ou du Soudan occidental parce que dans ce groupe, je compte bien sûr les Soninké, les Wolofs, les Kassonké, etc. Bref, dans cette ère culturelle, Sénégal, Gambie, Guinée, Mali, évidemment, et Mauritanie, éventuellement, évidemment, Côte d'Ivoire, bien sûr, eh bien, c'est de ces peuples-là dont il est question. Et ce sont des peuples, évidemment, kémites, qui ont un corpus qu'on peut étudier et qui a valeur de référence hein, dans le travail de reconstitution, de restauration que nous engageons. Donc, c'est d'autorité que nous avons choisi parce que nous voulons avoir une proposition claire à faire à ceux qui plus tard seront amenés à conduire le destin des peuples noirs, où qu'ils se trouvent. D'accord? Ils doivent avoir un corpus relativement bien compris, bien étudié, pour qu'ils sachent dire, bon, c'est celui-là qu'on va choisir. Pour avancer, on va cesser de croire que, comme je suis Bassa, c'est ma chose qui doit... Non, comme je suis Fang, c'est ma chose qui doit... Certes, ce n'est pas une manière de le nier, mais vous devez comprendre que ce que fait le Bassa, ce que fait le Fang, vous le verrez d'ailleurs, je vais le montrer, c'est inscrit en droite ligne de ce que font les peuples soudanais. C'est la même tradition, c'est le même peuple. Vous voyez? Donc, j'espère que vous comprenez cette nuance. Donc, ce n'est pas une façon pour nous de dire que ce que font les Bassa, les Bamileke, les Fang, etc., n'a pas valeur aux yeux même de ces peuples, aux yeux de l'univers dans sa globalité. Non, évidemment que non. Mais c'est une question d'étude. C'est-à-dire, quand on rentre dans l'étude, c'est ce qui est disponible qui peut servir à l'étude. C'est ce qu'on trouve. D'accord? C'est ce qu'on trouve qui peut servir à l'étude. C'est la raison pour laquelle, d'autorité, nous pouvons choisir. Et pour ce qui concerne l'école des scripts, et c'est une proposition, je n'en doute pas qu'il y en ait d'autres, soit dans le cas qui nous occupe, soit plus tard, certains verront certainement ailleurs une autre façon d'approcher ces questions, mais nous avons décidé de nous inscrire dans le paradigme, c'est-à-dire la vision du monde des peuples soudanais. La vision du monde des peuples mandingues. Voilà. Ceci étant dit, je vais maintenant solliciter nos chers stagiaires, parce que j'ai souvent abordé cette question dans le cadre des cours, qu'ils nous expliquent un peu quelle est la différence entre, enfin je mettrai différence entre guillemets, vous le comprendrez ensuite, entre la réalité et le mythe. Alors, le micro est ouvert. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole. Il peut lever la main. On lui passera le micro pour qu'il nous explique quelle est la nuance qui existe dans le cadre de l'école des scribes. Qu'est-ce que nous disons du mythe et de la réalité? Voilà. Alors, peut-être Mylène, tu peux m'aider à gérer, ou Lounou, je ne sais pas laquelle d'entre vous est disponible pour cela, m'aider à gérer la prise de parole, mais le micro est ouvert. Oui, Dibombari, oui, j'ai donné la parole à Younous Balogun, qui a levé la main. Younous? Merci, bonsoir tout le monde. Alors Younous, on t'écoute. Le mythe est la face cachée, en fait, de la réalité. Le mythe est la source impérissable qui nous permet en fait de matérialiser notre existence sur la Terre. Donc, on peut dire que le mythe est la racine de la réalité que nous vivons et que nous sommes en réalité la matérialité de nos mythes.
Donc, un peuple sans mythe, un peuple qui n'est pas fondé sur un mythe, est un peuple en fait qui n'a pas de source, est un peuple qui n'a pas de racines, d'où, je dirais, est un vampire en fait qui s'abreuve sous le robinet d'une autre source. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai compris en fait de l'importance du mythe dans l'existence physique d'un être humain, d'un peuple, d'une communauté. Le mythe, là, c'est la matérialité du mythe qui fait de nous ce que nous sommes sur la Terre. Et c'est le mythe c'est à travers le mythe que nous existons. C'est à travers le mythe que nous définissons notre paradigme et que nous matérialisons notre paradigme. Oui, j'ai donné la parole à Grâce à Dieu qui a levé la main. Oui, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, grâce à Dieu, nous t'entendons bien. D'accord, merci. Moi, j'aimerais juste compléter. Oui, on t'écoute. Moi, j'aimerais juste compléter ce qu'il vient de dire, parce que je pense qu'il a en partie un peu tout résumé. Le mythe, en quelque sorte, c'est ce qui crée aussi la réalité, parce que ce qu'on pense fermement, ce qui est enraciné dans notre culture, dans notre pensée, c'est à la longue, au fur et à mesure que cette pensée-là et cette histoire-là est enracinée dans notre pensée et on y pense fermement, ça finit par créer une réalité dans notre vie, dans notre quotidien. Voilà ce que je pouvais ajouter. Merci. Marie, je peux donner la parole à quelqu'un d'autre? Oui. Merci. Bien sûr, bien sûr. J'ai donné la parole à quoi? Je donne la parole à Hossein Seti Touré. Bonjour à tous. Bonjour Hossein. Désolé. Ma définition du mythe est que c'est une simplification de la réalité, une simplification ou une affabulation de la réalité. C'est une manière de cacher le secret des causes de la réalité pour des personnes qui ne sont pas initiées. Et la réalité même est ce qui est tout simplement. Voilà ce que j'ai à dire. Merci Hossein. Dibombari, est-ce qu'on donne la parole à quelqu'un d'autre? Oui, prends encore 2 personnes et ensuite on va avancer. D'accord. Donc, je donne la parole à Biram Jackson Désiré, pardon. Bonjour Jackson. Oui, moi-même, selon moi, les mythes, ce sont des faits observables à partir d'un bon nombre de temps donné parce qu'il faut qu'on soit à la même place, au même endroit pour qu'on puisse observer la nature, je veux dire tout ce qui se passe aux alentours de nous, afin que ces mythes-là doivent créer ou bien donner ou bien engendrer naissance à la réalité. Ce sont des faits observables ou bien analysables et qui donnent naissance à une réalité. Merci Jackson. Merci. Je vais donner la parole à Sanama. Oui, vous m'entendez? Oui, bonsoir Sanama. Oui, bonsoir à tous. Alors, pour aller dans le même sens que les autres, je dirais tout simplement que le mythe, c'est la modalité à travers laquelle la réalité se raconte et s'exprime au sein d'un peuple, au sein d'une culture. Tout simplement résumé selon ma modeste compréhension. Merci. Merci Sanama. Ok, parfait. Merci à tous ceux qui ont pris la parole pour nous éclairer sur ces questions fondamentales. Parce qu'en réalité, effectivement, il y a souvent, par l'époque qui est la nôtre, une forme d'opposition entre la réalité et le mythe. Cela vient évidemment du cartésianisme, de cette manière d'expliquer la réalité sans plus se soucier
évidemment, de ce qui peut soutenir dans l'esprit tout au moins des peuples cette réalité. Pour ce qui concerne les peuples kémites, cette manière de voir est inacceptable, inenvisageable. D'accord? Vous devez savoir qu'il n'y a pas d'opposition entre le mythe et la réalité parce que c'est le mythe qui produit la réalité. C'est-à-dire que ce sont les peuples qui n'ont pas de mythe, c'est-à-dire de cosmogonie, pour parler clairement, parce que c'est à partir de là que se déploient finalement et s'expliquent toutes les institutions dans une société. Ce sont ces peuples qui ont une difficulté avec la notion de mythe. D'accord? Et quand même ces peuples sont dans le registre de l'emprunt, cela peut se sentir. Prenez par exemple le texte de la Genèse. Allez donc faire un lien entre ce qui est dit dans le texte de la Genèse, par exemple, et les institutions des peuples abrahamiques. Ce serait compliqué, même si on peut étendre finalement ces textes à toute l'histoire qui est racontée dans l'Ancien Testament. Là, on verrait apparaître finalement des institutions, par exemple avec le personnage biblique de Moïse, etc. Et là, il est présenté un certain nombre de choses qui peuvent expliquer les institutions traditionnelles des peuples de tradition abrahamique. Donc, c'est à ça que servent les mythes, d'accord? Et le Nouveau Testament est encore un mythe pour expliquer certaines institutions dans la suite des peuples abrahamiques, disons, je vais dire ça comme ça, ou eurasiatiques, enfin, on peut multiplier comme ça les synonymes, mais c'est ça l'idée en gros. Je donne ces exemples parce que souvent on prend pour vérité ou réalité des mythes, c'est-à-dire ce qui relève essentiellement d'une production intellectuelle pour expliquer certaines institutions. Par exemple, quand dans la Bible, parce que chacun connaît un peu ces histoires, le Dieu, l'Éternel, annonce la guerre contre un peuple et soutient tel peuple contre tel autre, sachez que c'est un projet politique. C'est pour expliquer une certaine réalité et un ordre social établi suite à une défaite ou une victoire. Okay? Tel sera les esclaves de tel. C'est un discours général pour justifier les institutions dans une société. Ce n'est pas autre chose, c'est une construction humaine. Dieu n'est jamais dans ces histoires. D'accord? Mais c'est donc important de comprendre ce que c'est qu'un mythe et pourquoi il faut toujours partir des mythes sociogoniques, c'est-à-dire les mythes qui produisent les institutions de la société pour comprendre dans quel paradigme on évolue. Je pose souvent la question parce qu'aujourd'hui, par exemple, en Afrique, vous avez ce qu'on appelle des républiques. Allez donc me trouver où se loge la notion de république dans les cosmogonies africaines. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, vous allez chercher longtemps, vous ne verrez jamais la Cour constitutionnelle, vous ne verrez jamais la Cour pénale, vous ne verrez jamais je ne sais quelle autre Cour des comptes, je ne sais quoi. Les institutions qui pourtant aujourd'hui constituent ce qu'on appelle la République parce que pour l'espace gréco-latin, cela peut se justifier parce que voilà, c'est une manière de voir un paradigme qui a été conçu dans un contexte, mais étendu par le fait de la colonisation, de la domination, etc., à d'autres peuples qui n'ont absolument aucun lien ni de près ni de loin avec cette manière de voir le monde. Mais on l'adopte parce que dominé, parce que colonisé, etc. Et sans jamais se poser des questions essentielles quant au dysfonctionnement qu'on observe précisément dans ce cas. C'est-à-dire que ça ne va jamais fonctionner. Il ne faut même pas perdre son temps. Je veux dire, personne n'est né, comme je le répète, pour perdre son temps. Nous avons donc des drapeaux, nous avons des devises qui ne parlent à personne, ça ne dit non. Expliquer même les couleurs du drapeau, non, je ne sais pas. Non, non. Je veux dire que la réalité ne s'explique qu'en fonction de la vision du monde. Et où est-ce qu'on voit la vision du monde? C'est dans les mythes. C'est-à-dire que, et l'Afrique est riche de ce point de vue-là. Vraiment, je veux dire, s'il y a des peuples qui ont fait un effort de développement du point de vue des cosmogonies, des mythes, c'est bien les peuples kémites. Donc, c'est vraiment une forme d'absurdité contemporaine que de ne pas se soucier de cela et de croire que nous sommes dans la modernité en adoptant vraiment des manières de voir ou en singeant des manières de voir qui nous ont été imposées par le fait du glaive et de la poudre à canon. Il faut quand même se poser ces questions, hein, sans devenir une sorte d'ayatollah des temps modernes. Mais non, il faut rester cohérent avec soi-même, mais être déterminé quant à la marche qu'il faut donner au lieu où nous estimons avoir quelque chose à dire. Voilà, c'est tout. C'est important. Donc, c'est bien important de savoir. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'école des scribes, la formation que nous donnons, nous mettons un point essentiel à définir et à travailler dans
dans ce que nous appelons les mythes. Et je vais donner l'exemple aujourd'hui pour que vous ayez vraiment la sensation de l'importance de ce que c'est. Voilà. Et naturellement, tous ceux qui ont répondu à cette question, bien sûr, ont raison. D'une manière ou d'une autre, le mythe, c'est la matrice à partir de laquelle s'expliquent les institutions au sein d'une société donnée. Je veux dire qu'il faut qu'il y ait connexion. Le mythe, c'est un peu l'invisible qui explique le visible étant la matérialité. Vous ne pouvez pas avoir une matérialité qui n'a pas sa connexion dans l'invisible. Vous ne pouvez pas être dans une société qui n'a aucun lien avec l'invisible. Ce n'est pas possible. C'est que vous vivez comment je veux dire, vous êtes une feuille ballottée au gré du vent. Il faut être ancré. Et pour être ancré, vous devez savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vos ancêtres ont dit de l'univers? Quelle est la vérité qu'ils savent de l'univers? Et en fonction de cela, vous arrimez. Parce que c'est une certitude. C'est par là que passe le succès, hein, la paix, le bonheur, tout ce qu'on peut souhaiter dans une société équilibrée. C'est par là que ça passe. Ce n'est pas autre chose à dire. Vous ne pouvez pas avoir une matérialité d'emprunt. C'est que vous êtes en train de singer. Vous n'existez pas quant au fond. Parce que personne ne vous voit nulle part. C'est-à-dire que à l'heure de la spiritualité, à l'heure des dévotions et des prières, vous n'existez pas. Parce que vous orientez toute votre énergie vers des lieux qui, en fait, vous ont dominé, vous ont écrasé par le glaive et la poudre à canon. Donc, il faut savoir, et aujourd'hui, nous pouvons le dire, qu'il y a de ce point de vue quand même un travail essentiel à conduire pour sensibiliser les peuples éthiopiens, les peuples kémites à ces questions fondamentales. Nous n'allons pas retourner éventuellement à la réalité telle qu'elle a pu exister, mais nous ne pouvons pas faire quelque chose qui s'éloigne trop de ce que nos ancêtres ont fait, parce que les mythes peuvent être rénovés, adaptés, mais ça reste quand même encore un patrimoine qu'on sait expliquer dans les langues locales, dans l'espace où nous avons toujours évolué, et c'est de cette façon qu'il faut procéder. Hein? Il n'est pas question de recuser la réforme, mais savoir qu'une réforme, pour qu'elle ait lieu, il faut d'abord savoir ce qui a existé avant. Voyez? On ne peut pas réformer sans savoir ce qu'on réforme. Non, non. C'est-à-dire qu'on aura la facilité d'adopter de ce point de vue des choses qui ne répondent pas réellement à l'authenticité que nous recherchons. Donc, il faut déjà savoir avant. Bon, voilà. Ceci étant dit, le mythe explique la réalité. Je vais donc prendre un exemple. Puisque j'ai dit que dans le cadre de l'école des scribes, nous travaillons dans les corpus mandingues, je vais prendre un exemple. Je vais citer quelques passages du mythe cosmogonique Malinké et Bambara, où certains personnages interviennent. Je ne vais pas tous les présenter, ce n'est pas possible pour le temps qui nous a été imparti, ce n'est pas possible. Mais enfin, je vais insister sur une ou deux phrases, parce que vous verrez que c'est extrêmement riche. Tout ce qui est dit ici est très précis et vraiment a un sens. Vous voyez? Donc, ça c'est le mythe Malinké Bambara, d'accord? Dans le cadre du Komo, c'est-à-dire le principal ordre initiatique des peuples mandingues. Il y en a un certain nombre, mais je parle ici du Komo en particulier. Pendant 7 ans, Pemba fut tourbillon. Pemba, c'est une sorte, disons, de démiurge. Ici, vraiment, j'élargis. Parce qu'il correspond au personnage que les Dogons appellent Ogo. C'est la même entité, c'est la même puissance. D'accord? Mais comme je ne vais pas aller dans les détails, parce que, ma foi, je ne sais même pas si encore vous saurez, si je dis Ogo, ce qui est, bon, là, je ne vais pas trop insister dans les détails, car ce n'est pas essentiel. Tenez les noms pour ce qu'ils sont. Ils veulent dire quelque chose. Quand je dis Pemba, je sais à quoi je fais référence en réalité, mais je n'aurai pas ici le temps vraiment de l'expliquer. Sinon, ça va être long et on va déborder. Pendant 7 ans, Pemba fut tourbillon, transformé en graine d'acacia. Il se déplaçait dans l'espace porté par le vent et entraînant la pluie. Alors, Pemba, dans la cosmogonie mandingue en général, les peuples soudanais, c'est lui qui va créer la terre, on va dire de cette façon. D'accord? C'est sa puissance qui est dans la terre. Parce que c'est son placenta qui va devenir la terre. Bon, ça, c'est pour le détail. Encore une fois, je suis souvent tenté d'aller dans le détail, même quand je dis que je n'y vais pas. Parce que des fois, je me dis, tiens, est-ce que vous allez vraiment le comprendre? Mais enfin, je vais quand même tenter de m'en tenir à l'histoire telle qu'elle est racontée, hein, au premier niveau tout au moins. Pendant 7 ans, Pemba fut tourbillon, transformé en graine d'acacia. Il se déplaçait dans l'espace porté par le vent et entraînant la pluie.
Enfin épuisé, il se posa sur la terre qui, le cachant de quelques mottes, lui permit de germer. Un arbre, le balanza, c'est-à-dire l'acacia albida, hein, c'est un acacia, le balanza, se développa, mais bientôt périt desséché. Il ne resta qu'une sorte de madrier rectangulaire qu'on appelle le pembele. Le pembele, c'est un artefact spirituel très important dans l'espace culturel mandingue. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Nommé aussi Kokun, c'est-à-dire tête des choses. Ko, chose, kun, la tête, gisant sur le sol nu. Pemba, souche de bois contenant en puissance la création des animaux et végétaux, était seul sur la terre. Sous lui s'amassait sa propre décomposition. Comme il se déplaçait parfois en tourbillonnant, là de sa solitude, il dit un jour, la poussière de mes tracas dissipera ma nostalgie. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce texte aura quelques difficultés à être compris. Je ne suis pas en train ici de raconter comment Adam marchait dans le paradis terrestre ou au ciel, et puis on lui a arraché une côte, il s'est endormi. Enfin bref, ça c'est des choses que vous connaissez. Donc quand on en parle, on n'a même pas besoin d'expliquer ensuite, parce que chacun prend pour acquis que bon, tout le monde connaît cette histoire. Ça, on connaît moins. D'accord? C'est encore dans le cadre d'une étude vraiment singulière qu'on peut en avoir pleinement connaissance. Mais c'est extrêmement important ce que je suis en train de dire ici, même si ça n'a pas l'air. Croyez-moi, c'est souvent comme ça. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Bon. Donc, Pemba, pendant cet amphithéâtre tourbillon, transformé en graines d'acacia, il se déplaçait dans l'espace porté par le vent et entraînant la pluie. Enfin épuisé, il se posa sur la terre qui, le cachant de quelques mottes, lui permit de germer. Un arbre, le balanza, se développa, mais bientôt périt, desséché. Il ne resta qu'une sorte de madrier rectangulaire appelé pembele, nommé aussi kokun, tête des choses, gisant sur le sol nu. Pemba, souche de bois, contenant en puissance la création des animaux et végétaux, était seul sur la terre. Sous lui s'amassait sa propre décomposition. Comme il se déplaçait parfois en tourbillonnant, là de sa sollicitude, qu'est-ce que j'ai avec la sollicitude? Là de sa solitude, il dit un jour, la poussière de mes tracas dissipera ma nostalgie. Ayant parlé, les traces se rassemblèrent et le vent les poussa près de l'amas de terre et de bois pourrissant. Ayant parlé, les traces se rassemblèrent et le vent les poussa près de l'amas de terre et de bois pourrissant. Il pétrit cet amas avec sa salive et incorporant ainsi une âme souffle appelée Ni en Bambara Malinké. Il lui donna une forme et lui affecta un double immatériel appelé Dia Bambara Malinké. Mais comme il se défiait de lui, il confia ce double à Pharaon. Alors aujourd'hui, je ne parle pas de Pharaon, mais Pharaon est là, bien évidemment, maître du ciel et des eaux, gardien des Dias. Puis, il s'étendit sur cette forme pendant 4 jours. Au 5e jour, il entendit sous lui un son aigu de tonalité féminine qui disait « Lève-toi, je suis épuisé ». Cette parole, vous devez le savoir, c'est la première parole prononcée par une entité féminine dans l'univers. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire, s'il vous plaît, c'est très important. Parce que le personnage dont il est question ici, je ne sais pas si je le dis ensuite, mais je vais le dire maintenant. Enfin, je crois que je l'ai dit ensuite, c'est Mousso Koroni. Mousso Koroni, c'est une figure extrêmement importante dans la culture mandingue, éthiopienne même tout court. On pourrait en parler des heures, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais je vais reprendre le mythe, cette partie, parce que vous devez bien saisir au moins les nuances du discours, même si on ne va pas dans le détail. Ayant parlé, les traces se rassemblèrent et le vent les poussa près de l'amas de terre et de bois pourrissant. Il pétrit cet amas avec sa salive et incorporant ainsi une âme souffle appelée Ni, il lui donna une forme et lui affecta un double immatériel appelé Dia. Mais comme il se défiait de lui, il confia ce double à Pharaon, maître du ciel et des eaux, gardien des Dias. Puis il s'étendit sur cette forme pendant 4 jours. Au 5e jour,
il entendit sous lui un son aigu de tonalité féminine qui disait « Lève-toi, je suis épuisé. » Alors, vous devez savoir le contexte. Pemba se sent seul, il vit une forme de solitude et il décide de créer un être qui va être son partenaire. Et aussi sa sœur jumelle, parce que Mousso Koroni, c'est la sœur jumelle de Pemba. Elle correspond à Yassigi dans le discours Dogon. C'est la même entité. Voilà. Ça, c'est pour le détail. Bon. Donc, la première parole prononcée par cette entité féminine, c'est-à-dire la première femme, entre guillemets, qui va émerger dans l'univers, la première chose qu'elle dit, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi j'insiste, c'est « Lève-toi, je suis épuisé. » Non, répondit-il, c'est-à-dire non, répondit Pemba. Je te donnerai d'abord un nom pour que tu sois ma femme. Non, répondit-il, je te donnerai d'abord un nom pour que tu sois ma femme. Cette créature avait une tête aux longues oreilles en pointe et une poitrine d'animal. Le reste du corps était humain et comportait une queue. Jusqu'à sa perte, elle conserva cette forme. Alors, je ne vais pas détailler ici la forme en question parce qu'elle est connue. J'en parlerai éventuellement demain parce que, comme je l'ai dit en introduction, cette communication, je la fais dans le cadre du week-end. Demain, je parlerai des ancêtres mythiques de l'humanité dans le cadre des dimanches de Dimon Barenbock. Donc, je reviendrai sur ce détail pour expliquer de quel animal il est question ici. Mais aujourd'hui, je n'ai pas jugé nécessaire et essentiel vraiment d'aller dans ce détail. Même si ce n'est pas tout à fait un détail, c'était important de comprendre. Mais le temps ne me permettait pas vraiment de m'étendre là-dessus aujourd'hui. Donc, non, répondit-il, je te donnerai d'abord un nom pour que tu sois ma femme. Cette créature avait une tête aux longues oreilles en pointe et une poitrine d'animal. Le reste du corps était humain et comportait une queue. Jusqu'à sa perte, elle conserva cette forme. Pour qu'elle pût devenir la matrice des êtres futurs, la dépositrice des connaissances et l'animatrice des pensées de Pemba, il fallait qu'elle l'assurât de son amour total. Elle le lui promit et reçut alors le nom de Mousso Koroni Kundie, qu'on traduit régulièrement par petite vieille femme à tête blanche. Sachez que c'est un code, c'est une codification. Parce qu'a priori, en français, ça n'a pas de sens. D'accord? Mais dans le détail, on comprend quand on connaît les mots. D'accord? Parce qu'on cache derrière quelque chose d'important. Mais c'est le nom de la première femme qui va émerger dans le monde selon la tradition mandingue, c'est-à-dire kémite, parce que dans le fond, vous allez comprendre qu'en réalité, ce que disent les mandingues, c'est ce que disaient les anciens Égyptiens, vous allez le comprendre très vite, parce que ce qui va suivre va le montrer. Mais il me fallait quand même commencer par le mythe. Bon, une fois que j'ai dit ça, une fois que vous avez donc le détail, je rappelle quand même que tout ce que j'expose dans le cadre de cette communication-ci figure dans cet ouvrage qui est intitulé Sigitolo, qui est maintenant disponible sur Amazon. Je dois quand même le dire parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas avec nous en cours, qui ne sont pas avec nous dans le cadre des dimanches de Dibombari, donc ils peuvent se poser la question de savoir mais comment je fais pour avoir accès, comment je fais pour savoir de quoi on est en train de parler, etc. etc. Vous n'êtes pas dépourvu de moyens, c'est-à-dire il y a quand même cet ouvrage qui vient de paraître. C'est le dernier ouvrage que j'ai eu le privilège de publier, qui est maintenant disponible sur Amazon. Donc, pour cela, il suffit d'aller sur Amazon, je ne sais pas, à la recherche, taper Sigidolo. Je ne pense pas que vous aurez de la difficulté à le faire pour trouver l'ouvrage en question. Donc, il existe, il est disponible. Au moment où je vous parle, il est disponible. Voilà. Ça, c'est pour l'information pour ceux qui ne seront pas avec nous dans la suite. Parce que tout ce que je dis ici est quand même expliqué dans le bouquin. OK? C'est quand même le cas. Voilà, donc maintenant, je reviens à vous avec cette phrase. Au 5e jour, Pemba entendit sous lui un son aigu de tonalité féminine qui disait « Lève-toi, je suis fatigué. Lève-toi, je suis épuisé. » C'est la même chose. « Lève-toi, je suis fatigué. Lève-toi, je suis épuisé. » Vous devez savoir que dans les mythes kémites, lorsqu'une entité apparaît pour la première fois, la parole qu'elle prononce toujours correspond à son principe fondamental. Ça veut dire, même si vous ne l'avez pas encore saisi dans les nuances, que le principe fondamental du féminin, de la féminité, dans les conceptions négro-africaines, voici ça qui est décrit ici en français.
Lève-toi. Je suis épuisé. D'accord? Bon, maintenant, je vous pose une question. On va rouvrir les micros. Je prierai à mes deux partenaires, Elounou et Hélène, d'ouvrir les micros pour cela. Est-ce qu'il y en a ici qui parlent Bambara ou Malinké? S'il vous plaît, s'il y en a, qui prennent la parole et qui nous traduisent cette phrase en Bambara ou en Malinké. Parce qu'on comprend mieux, évidemment, puisque l'énoncé n'est pas dit en français. Quand on dit en français, on ne comprend rien. En Bambara, Malinké, on va commencer à comprendre. Donc, prière, s'il vous plaît, s'il y en a quelqu'un qui sait parler, le Bambara ou le Malinké. Alors, je vais ouvrir le Prière micro pour nous faire la traduction de ce qui est dit ici. Alors, Hossein, tu as la parole. Ah, merci. Donc, ma traduction de cette phrase, lève-toi, je suis épuisé, en Bambara correspond à Willy Nsigena. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, magnifique! Ah, ça c'est une parole divine. Vous ne savez pas. Oui, je t'entends très bien. OK. C'est génial. J'ai pas d'autres propositions. Merci, cher frère. Merci. Tu peux les redire, s'il te plaît, pour mon propre plaisir, parce qu'après, on va poursuivre. OK. Lève-toi, je suis fatigué. Traduit en Bambara, Willy Nsigena. Et j'ai mis le texte aussi dans le chat. Parfait. Merci. OK. Il l'a dit. Je suis fatigué. Je suis épuisé. En Bambara Malinké, c'est Nsegena. 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 Je suis épuisé. Nsegena. Est-ce que quelqu'un peut le redire avec moi, s'il vous plaît? Nsegena. 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 C'est bien ça. Merci. Merci. Excellent. OK. Vous allez comprendre ce que nos ancêtres sont en train de dire. Et ici, ce n'est qu'une introduction. OK? on va le faire. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Nsegena. OK? Bon. Première chose. Le verbe, c'est segen, qui donne nsegena pour dire je suis épuisé, je suis fatigué. Le verbe, c'est segen. D'accord? Qui signifie fatigué, épuisé. En Bambara Malinké, segen. D'accord? Bon. Ça, c'est clair. Maintenant, quand on va dans la langue Bambara, ce mot a un homophone, parce que c'est comme ça que nos ancêtres procèdent. Là, je suis en train de déployer ce qu'on appelle la méthode Kuma. Vous allez voir, même si vous n'avez pas encore vu un seul hiéroglyphe, je suis en train de lire les hiéroglyphes, mais vous allez vous en rendre compte quand je vais exposer les graphies. D'accord? Donc, pour l'instant, soyez juste attentifs, vous verrez. En Bambara, on dit segen, fatigué, épuisé, nsegen, sexe, pénile ou pubis, mont de Vénus. Alors, je demanderai à Hussein, parce que moi, mon accent Bambara est évidemment médiocre, mais cela n'empêche pas la compréhension. Qu'ils me disent comment ça se lit exactement, comme ça au moins à l'oreille, vous aurez la manière de le dire. Nsegen, le sexe. OK, donc le N final ne se prononce pas. En fait, ça monte sur le E, donc c'est Nsegen. Donc, au lieu de Nsegen, c'est Nsegen. Donc, c'est pas un E, c'est un N à la fin, en fait. Nsegen. D'accord. Parfait. Donc, est-ce que tu peux le redire comme ça? Donc, lis juste les deux mots. Comme ça, on a la lecture exacte et on va pouvoir procéder. Merci. Donc, le premier mot, Segen, et le deuxième mot, Nsegen. Tu es d'accord avec moi que ce sont des homophones? C'est-à-dire ça se prononce de la même façon? Absolument, absolument. Et je vois aussi là, bon, c'est aussi le nom de... Parfait. Merci, cher frère. OK. Oui. Ah, je vois aussi le nom de la potasse, c'est aussi le nom de... Je pense que vous allez en venir, mais il y a aussi la racine de Sigui. Tu disais, excuse-moi. Oui, la racine de Sigui. Je pense qu'il y a un petit différent entre nous, mais bon, la racine de Sigui pour l'étoile Sigui, en fait. C'est ce que je devine, en fait. Ben oui. Évidemment, évidemment. évidemment, je vais en venir. Évidemment. Aha. OK, bon, c'est bien. OK, donc, si la chose est clairement entendue,
Séguin, Séguin, Séguin. Hein? Séguin, Séguin, Séguin. Pour dire sexe, pénis, monde de Vénus, etc. Déjà, le monde de Vénus, déjà, ça nous oriente vers quelque chose de précis. Vous voyez? Déjà, en partant. Bon, maintenant, je vais donc vous présenter Sigi. Sigi Dolo, l'étoile Sirius. Parce que c'est d'elle dont il est question. D'ailleurs, Hussein l'a dit tout à l'heure, parce que lui, il parle la langue, donc il a des facilités. Quand je dis Sigi, sachez que c'est ce mot-là, d'accord? Sigi, qui signifie s'asseoir, c'est le thème d'Isis. C'est le siège. Et le hiéroglyphe est même là pour le rappeler. C'est-à-dire, c'est de cette façon que les ancêtres représentaient Isis sous sa forme stellaire, c'est-à-dire en tant qu'étoile. On la représentait de cette façon. On dit Sigi Dolo en Bambara Malinké et Sigi Tolo chez les Dogons. Mais c'est la même chose. Dolo, c'est l'étoile. Tolo, c'est l'étoile. Sigi. Donc, quand on dit Sigi Dolo, ça signifie l'étoile de l'assise ou l'étoile de la circoncision, parce qu'on dit Kala Sigi pour dire circoncire. En Bambara, par exemple, c'est Sigi. Donc, il faut savoir que Mousso Koroni, puisque c'est elle, d'accord, je pense que vous l'avez compris, si ce n'est pas le cas, si c'est pas le cas, si vous n'avez pas encore fait le lien, ce n'est pas grave, parce que vous avez des ressources, le bouquin, non seulement le bouquin, mais également, j'y reviendrai demain de toute façon. Cette étoile, ce personnage que vous voyez représenté ici, c'est elle qui dit « Lève-toi, je suis épuisé ». Parce qu'on sait qu'en le disant, c'est une segena, segena, une segena. Hein? C'est segen, c'est-à-dire la racine, c'est sigi, évidemment. Donc, c'est Mousso Koroni que vous avez représenté ici, même si vous avez l'habitude de dire Isis. D'accord? D'ailleurs, je vais d'ailleurs préciser une chose. Mousso Koroni, chez les Dogons, correspond à Yasigi. Yasigi, d'accord? C'est la même entité, c'est-à-dire les Dogons disent Yasigi, les Bambara Malinké disent Mousso Koroni. C'est la même personne, si vous voulez, d'accord? Sauf que Yasigi est beaucoup plus proche de la structure pour dire Isis, d'accord? Voilà, c'est tout. Parce que ce n'est qu'une question de phonétique et on comprend qu'il s'agit en fait de la même entité. Mais bien sûr, on parle de l'étoile Sirius, qui connaît un lever héliaque. Donc, quand elle dit « lève-toi », ce n'est pas pour rien. D'accord? C'est le début d'une ère, le commencement. On commence toujours avec le lever héliaque de l'étoile Sirius. C'est comme ça qu'on commence par compter le temps chez les peuples kémites. D'accord? C'est le référent perpétuel. Pour un calendrier digne de ce nom, on doit commencer par le lever héliaque parce que dans les traditions, et ici je prends le corpus mandingue, c'est ce qu'elle dit lorsqu'elle apparaît. Hein? Lève-toi. Elle parle en fait de l'étoile Sirius. Quand elle dit lève-toi, elle se nomme elle-même. Vous devez le savoir. Hein? C'est comme ça qu'on procède, comme ça qu'on masque certaines réalités à travers les mythes. Donc, c'est le lever héliaque de l'étoile Sirius qui apparaît de cette façon dans le discours homogène des mandingues sur la création de l'univers. Bon, si ceci est clair, voici donc l'étoile en question. Bien sûr, quand je dis Sigi, sachez que c'est la même racine. Hussein l'a dit, donc je ne vais faire que le redire ici, mais c'est bien qu'il soit, lui, issu de cette ère culturelle, parce qu'au moins, je leur ai dit qu'on aurait peut-être eu encore des doutes, mais au moins là, je pense que c'est clair pour tout le monde, donc je ne vais pas insister. D'accord? Bon. Ensuite, ce sur quoi moi je souhaite vous porter votre attention, c'est la coiffure de la Reine du Ciel. Parce que là, on rentre maintenant dans la lecture analytique, c'est-à-dire dans les hiéroglyphes. Elle porte une coiffure spécifique. Vous voyez sa couronne, hein, je ne vais pas la décrire dans le détail, j'insiste simplement sur un signe. D'accord? C'est un signe qui est doublé. C'est un hiéroglyphe qui passe pour représenter une étoffe pliée. D'accord? Parfois, on masque le hiéroglyphe avec deux grandes plumes. Parce que souvent, on remplace ces doubles signes par la plume. Mais la plume, c'est Si en Bambara. C'est le nom d'Isis. D'accord? Chez les Sénoufos, on dit Sigé pour dire la plume. Sigé, c'est ça, c'est Si. Donc, ce n'est qu'un renforcement du vocabulaire d'ailleurs. Donc, je le dis parce que vous devez savoir que dans les langues mandingues, la plume, le poil, se dit de la même façon, c'est Si, d'accord? Voilà. Donc, et Si, là, c'est la racine utile pour nommer Isis, Osiris. Voilà, j'en ai souvent parlé à d'autres occasions, je n'insisterai pas ici. Voilà, c'est la raison pour laquelle on peut remplacer ce thème par des plumes. Voilà, ça explique en fait la couronne en question. Mais ici, le relevé qui a été fait montre le hiéroglyphe, clairement. Donc, ça veut dire qu'à partir du hiéroglyphe, vous pouvez saisir le sens. Parce que les attributs qu'elle présente, c'est son principe, c'est ce qu'elle est. D'accord? Donc, si elle est associée à ce double signe, ça veut dire qu'elle est en intelligence avec le signe en question. Donc, nous allons maintenant rentrer dans les hiéroglyphes pour expliquer ce que c'est.
ce signe-là qu'elle porte sur la tête, c'est l'expression du chiffre 8 en égyptien pharaonique. Le chiffre 8. Je suis maintenant ici en train de décrire la méthode Kuma. Ici, vous avez le relevé qui vient du dictionnaire de Budge. Parce qu'il y a plusieurs façons de dire 8 en égyptien pharaonique. Dans celle-ci, il y a une virgule entre les deux signes, vous le verrez. On peut écrire soit comme à gauche, soit comme à droite, mais c'est la même chose. On peut mettre les deux signes en face ou les répéter l'un après l'autre. C'est la même chose, c'est pour dire 8, le chiffre 8. C'est le signe qui est classé S29, qui passe pour être une étoffe pliée. Ça, je pense que vous le savez, d'accord? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette divinité, cette entité, cette étoile qu'on appelle Sirius est en relation avec le chiffre 8. Pourquoi ils le font de cette façon? Il suffit de savoir comment les langues mandingues disent 8. C'est encore son nom. D'accord? En Djakanke, Sagi. Malinké, on peut dire Sei ou Sagin ou Sagin. Hein, j'ai du mal avec le N qui est en fait une nasale. C'est vrai que ça ne se prononce pas en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle une nasale. Le Dioula va dire Segi, mais le Dioula c'est le Bambara, vous le savez. En Yalunka, on dit Sagin. Hein, Sagin. En Bambara, c'est Segin pour dire 8. En Soninké, Segou. Segou pour dire 8. En Kakabe, langue de Guinée, Sagin pour dire 8. En Kassongue, Segi pour dire 8. En Bozo, Seki pour dire 8. D'accord? C'est encore le nom de cette étoile qui s'appelle Sigi. D'accord? L'étoile Sigi, c'est-à-dire l'étoile de l'assise. Parce que Sigi signifie s'asseoir. On dit Sigiland pour dire le siège en Bambara, par exemple. Donc, vous voyez que depuis le mythe Bambara, hein, parce que vous devez comprendre la cohérence du propos. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de vous montrer d'où viennent les Bambara, d'où viennent les Malinké. Parce que l'exercice n'est pas simplement un exercice intellectuel. Vous devez comprendre que dans cette démarche de redécouverte des mots associés au caractère sacré, je pars du mythe Bambara actuel, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous êtes dans le Komo, vous êtes initié au Komo, on va vous raconter l'histoire que je vous ai racontée là. Bon. OK? Mais vous voyez que cette histoire que je viens de vous raconter, elle paraît simple. Quand elle dit « Lève-toi, je suis épuisé », on traduit en français, on ne comprend pas la pertinence du propos. Il faut connaître les signes hiéroglyphiques. Alors, j'ai été brièvement interrompu. Je ne sais pas si je suis de retour. Je pense que oui. Bon. OK. Donc, je disais que ce que je suis en train de faire ici comme exercice, c'est une description du lexique pharaonique, c'est-à-dire des signes, des caractères sacrés, à partir du mythe Bambara. Okay, qui est clairement énoncé, je l'ai rappelé, je n'y reviendrai pas. Donc, quand elle dit « Lève-toi, je suis fatigué », ça se dit « Nsegenna ». Nsegenna, je suis fatigué, je suis épuisé. Mais c'est le chiffre 8, d'accord? Qui est le thème qui apparaît sur la couronne de la reine du ciel, c'est-à-dire Sirius, c'est-à-dire Sigi. Parce qu'on sait que c'est la même racine. Voilà pourquoi ils utilisent de ces formes pour masquer une forme de réalité. Mais en fait, ils savent qu'ils sont en train de parler, bien sûr, de Sirius, qui est en fait l'étoile qui nous a toujours guidés depuis la nuit des temps. C'est notre référent. C'est l'étoile la plus brillante du ciel, c'est la reine du ciel, c'est la Vierge, c'est elle qui enfante. C'est elle qui nous a enfantés. D'accord? Et c'est elle qui nous guide. Si vous êtes perdu, suivez Sirius, vous allez vous retrouver. C'est elle qui nous guide depuis la nuit des temps. Le premier calendrier que nous avons institué est basé sur le lever iliaque, c'est-à-dire l'apparition de cette étoile, ce que contexte ou perspective enregistrée par le mythe Malinké Bambara. Parce que quand on dit que lorsqu'elle apparaît, c'est ce qu'elle dit, Nsegenna, ça veut dire que c'est le lever iliaque de l'étoile Sirius. Vous ne devez même pas avoir de doute là-dessus, c'est clair. D'accord? Bon. Si ce que je dis est clair, on poursuit. Parce qu'en réalité, ça ne s'arrête pas. Ici, j'aurais pu développer sur les chiffres, sur les nombres, parce que c'est ce que nous voyons en cours. Bien sûr, les nombres ont une signification. Il y a une philosophie des nombres, Bambara. C'est-à-dire, je peux faire un développement très important, mais le temps ne le permet pas. On peut faire, évidemment, dans le cadre des cours. Mais enfin, au moins, j'espère que vous avez quand même déjà saisi. Ici, je m'arrête parce que je ne peux pas poursuivre, ce serait long. Mais derrière ceci, il y a encore un nombre conséquent d'informations. Bon, maintenant, ça ne s'arrête pas là, parce qu'en réalité, derrière ceci, il y a un principe fondamental. Parce qu'en Bambara, je vous l'ai dit, on dit Segin pour dire 8, on vient de le voir, mais surtout pour dire revenir, le retour, le renouvellement, le relèvement, recommencer quelque chose. C'est le début d'un cycle, le début d'une ère, la résurrection. D'accord? Voilà pourquoi c'est elle qui ressuscite Osiris, par exemple, parce que vous avez le référent égyptien, évidemment, vous le comprenez. Mais le principe fondamental de cette puissance, qu'on appelle Musokoroni, alias Isis,
c'est la résurrection. En Bambara, on dit Segi ou Segin. Voilà pourquoi le signe est décrit de cette façon. On pense que c'est une étoffe pliée parce que, ma foi, on arrive à ces conclusions bien aisément parce que, par exemple, chez les Dogons, pour dire l'étoffe, c'est Soy, qui veut dire en même temps, c'est la parole, bien sûr, mais c'est surtout le mouvement que décrit ce signe qui a intéressé nos ancêtres. C'est le mouvement du retour, le renouvellement. D'accord? Bambara, on dit Segi ou Segin pour dire revenir, retour. En Mandinka, c'est CI, mutation phonétique. Hein. Le G devient Y, règle de correspondance usuelle. Mais c'est le même mot parce que ce sont tous des mandingues. D'accord? Il faut qu'on soit au moins d'accord sur ce point. Quand je dis Segi ou CI, c'est le même mot. C'est pour ça que je peux dire si. Hein. En fait, le mot, la racine, c'est si parce qu'en malinké, on dit si pour dire s'asseoir. En Bambara, on dit Segi pour dire s'asseoir. Certains malinqués diront aussi Sigi, mais on dit si aussi. Donc, si et Sigi, c'est le même mot. Voilà pourquoi j'ai dit que si, c'est le nom d'Isis. Vous avez compris la référence et c'est le nom de la plume, de toute façon. Donc, en Bambara, Segi ou Segin, c'est revenir, retour. En Mandinka, Sei, retour, rentrer, retourner d'où l'on vient. Mais c'est un appel même. Je veux dire, même si vous n'étiez pas dans la haute philosophie égyptienne, sachez simplement une chose, c'est que c'est un appel à la renaissance, un appel à la reconnexion, un appel au renouvellement du pacte que nous avons avec les puissances du ciel. D'accord? On ne peut pas prospérer dans ce monde en faisant semblant, en imitant, en singeant, en copiant. On ne peut pas prospérer dans ce monde en perpétuant une forme d'aliénation. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais dès l'instant où on est capable de savoir et qu'on refuse de savoir, c'est une faute. C'est un sacrilège. C'est une injure faite à l'univers parce que vous n'êtes pas un être quelconque. D'accord? Sei, retour, rentrer, retourner d'où l'on vient. D'où l'on vient. C'est un appel aussi à nos frères, nos sœurs, dont les parents ont été déportés dans les îles, qu'ils comprennent qu'ils viennent de quelque part. Ils viennent d'un territoire immense qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. C'est leur pays. Et ils y ont pleinement leur place. Et bien, évidemment, c'est à ceux qui sont restés d'organiser les conditions du retour. Mais ça, c'est une question de volonté politique. Ça ne prendra pas des siècles, croyez-moi. D'accord? Quand on a compris le principe. Okay? Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas être dans le monde comme si on était seul. Ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas envisageable. Retourner d'où l'on vient, c'est le minimum. C'est ce que demande la puissance que nos ancêtres ont tenue comme référence, c'est-à-dire cette étoile qu'on appelle aujourd'hui Sirius, qui vient du grec Sérios, qui signifie brillant, éclatant. Et voilà, c'est ça. En malinké, bien sûr, c'est Saï ou Sei, hein, c'est le même mot, pour dire revenir, recommencer, refaire. Et je donne ici le thème du Dogon, mais je ne veux pas développer chez les Dogons parce que c'est encore autre chose. Hein. Chez les Dogons, c'est encore plus poussé, même en termes de référents, parce que en termes de ressources aussi, c'est beaucoup plus immédiat. On dit Soy pour dire le tissu, mais en même temps, les Dogons disent que Soy veut dire c'est la parole, parce que c'est Yasigi qui a apporté ce qu'on appelle le Sigiso, c'est-à-dire la parole, la langue du Sigi, la langue sacrée, c'est elle qui les a confiés aux humains. Okay? Donc, la parole émane principalement de cette étoile. Donc, les hiéroglyphes, évidemment, parce que nous sommes ici dans notre domaine, bien évidemment. Mais je ne veux pas faire un développement trop poussé, parce que déjà, je ne sais même pas si vous saisissez toutes les nuances de ce que je suis en train de dire maintenant. Okay? Donc, en Bambara, je reprends, le chiffre 8 se dit comme le principe du retour. Et c'est ce sur quoi vous devez insister si vous voulez rapidement comprendre. Parce que le 8, c'est déjà mystérieux, ésotérique. On peut rentrer dedans, mais ce serait, si vous n'avez pas quelques bases, ce serait compliqué. Je l'explique en cours. Ici, je ne peux pas le faire parce que je sais que vous n'allez pas saisir les nuances, comment on compte la numération sacrée, toutes ces choses. C'est encore autre chose. Mais, au moins, la résurrection, chacun sait ce que c'est. Chacun sait ce que c'est. La renaissance, chacun sait ce que c'est. Et c'est cette étoile qui l'annonce, le début d'une ère. Donc, le jour où l'Afrique renaîtra, elle commencera à compter à partir d'un lever iliaque. Ça ne peut pas se faire autrement de toute façon. D'accord? Et nous avons l'habitude maintenant de certaines célébrations. Quand on parle du nouvel an kémite, c'est notre référent pour ce motif-là. Maintenant, on comprend pourquoi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de dire qu'on fait comme les anciens Égyptiens. Non, je veux dire, je parle ici, je suis parti d'un corpus constitué qui est le corpus mandingue, Bambara Malinké notamment. Mais les peuples voisins disent la même chose. Et vous devez savoir que
je focalise là-dessus parce qu'il faut faire un choix discrétionnaire. Je l'ai expliqué, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir choisir un corpus qui va nous permettre d'émerger de manière homogène et autonome sur ces questions. On ne peut pas continuer toujours à se disperser dans tous les sens. Quand on comprend que le Bambara et le Malinké expliquent les caractères sacrés égyptiens, et d'ailleurs, demain, je vais mieux vous le dire, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas voulu trop insister sur la lecture à proprement parler. C'était un développement général pour vous expliquer la raison d'être de la méthode Kuma. Voilà pourquoi je pars du mythe pour développer ensuite sur des notions essentielles. Mais pour ce qui concerne ce que j'ai pu dire jusqu'ici, je suis parti de Nsegenna. Je suis épuisé. Parole de Mousso Koroni. Je suis en train de vous expliquer que le principe qu'il y a derrière, c'est la résurrection. D'accord? C'est-à-dire le principe assumé par l'étoile Sirius, c'est-à-dire Isis dans le ciel. Voilà. Et je ne suis plus obligé maintenant de dire Isis, si je suis moins habitué à cela. Sachez que si je vais au Mali aujourd'hui, je rentre dans un bois sacré, je dis Mousso Koroni, tout le monde va savoir de qui je suis en train de parler. Si je dis Isis, ils vont hésiter. Ils ne vont pas tout savoir. Si je dis Mousso Koroni, ils connaissent tous Mousso, et très bien, sous le bout des doigts, comme ça, parce que c'est eux qui l'ont fabriqué, l'intelligence de ça, là, ils connaissent. Vous voyez? Donc, l'intérêt du travail que nous faisons, ce n'est pas simplement un objet intellectuel au sens où on va contempler l'Égypte pour ses œuvres. Non, c'est une ruine aujourd'hui, l'Égypte. Mais les peuples héritiers sont bien vivants. Ils marchent dans les rues de Bamako, dans les rues de Ségou, je ne sais où, au Mali. Donc, il est question pour nous, eh bien, d'en avoir pleinement conscience et de savoir que la matérialité de l'Égypte pharaonique, la projection que vous voyez là-bas, c'est dans l'esprit des peuples qui vivent aujourd'hui au Sud-Sahara, en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire les pyramides, les temples, la manière de voir le monde, les hiéroglyphes, toutes ces images que vous voyez qui nous proviennent de l'Égypte pharaonique, c'est naissent de la langue parlée par ces peuples encore aujourd'hui. Donc, ce n'est pas perdu. Bien au contraire, il s'agit simplement d'en avoir pleinement conscience pour se remettre au travail. Et c'est la raison d'être de la lecture analytique. Il ne s'agit pas de parler du passé pour le passé, de l'Égypte pour l'Égypte. Non. Ces populations sont les descendants des dignitaires égyptiens, des pharaons égyptiens pour les plus prestigieux, parce que on peut parler des Keïta par exemple, mais des dignitaires égyptiens, des nomarques égyptiens, comme les Grecs les ont appelés, et de la population égyptienne en général. Donc, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas ici en train de parler d'une population qui aurait comme ça disparu. Donc, les Néferhotep, je ne sais pas quoi, Hotep, Itep ou Pat, Néfertitep, ça n'existe que dans l'esprit des égyptologues. Parce qu'ils s'appellent Kouyaté, ils s'appellent Konaté, ils s'appellent Keïta. Hein? Voilà les noms des anciens Égyptiens. Bon. Donc, quand je dis Séguin, pour dire revenir et retour, je pense que c'est clair. Vous avez compris le principe, vous avez compris le sens du hiéroglyphe, vous avez le hiéroglyphe sous les yeux. Ce n'est pas compliqué de comprendre que le mouvement qu'ils sont en train de décrire, ce mouvement du retour, je pense que chacun peut le comprendre. Et je tiens quand même à rappeler que c'est une nuance. Et c'est ça, l'innovation avec la lecture analytique, c'est que nulle part, dans aucun manuel d'égyptologie, vous ne verrez expliquer ce que je suis en train de vous dire là. Est-ce que ça m'a pris du temps? Je ne sais pas si je parle depuis 1 heure, peut-être. Mais enfin, vous comprenez la chose. Est-ce que ça m'a pris du temps pour vous faire comprendre ça? Pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Je me réfère à un corpus identifié que chacun peut vérifier. Je pars d'une parole. J'ai donné la parole à un frère qui vient de l'ère culturelle, qui est lui-même un mandingue. Il vous a dit comment ça se dit. Il vous a même expliqué avant moi que en fait c'est Sigui, parce que lui il connaît la langue. Donc, est-ce que c'est compliqué? Vous imaginez si les populations mandingues du Mali, par exemple, qui connaissent leur langue, prennent en main ce corpus, où ils vont arriver? Vous imaginez ce qu'ils peuvent produire comme savoir, comme connaissance? Ils ont conscience que c'est leurs ancêtres qui sont en train de parler dans ces signes-là. Je veux dire, l'égyptologie va péricliter, ce sera fini ce projet. L'Afrique va se réapproprier son patrimoine. Et c'est ce que nous voulons, hein, sans diminuer le mérite des égyptologues. Mais enfin, il faut quand même comprendre que nous n'avons pas le même rapport à l'Égypte qu'un égyptologue allemand, français. Voilà. Pour nous, ce n'est pas un objet intellectuel. C'est notre tradition. C'est notre manière de voir le monde, c'est notre paradigme. Donc, c'est quelque chose qui est de nature à changer la matérialité qui nous environne. Ça, c'est clair. Donc, on ne peut pas avoir le même rapport. Ce n'est pas possible. Bon. Donc, voici pour les mots. Je pense que c'est clair. Je poursuis. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'unité culturelle. Parce que je vous ai parlé des mandingues. Je vous ai dit que nous, dans le cadre de l'école des scribes, nous avons pris
comme modèle le paradigme mandingue, parce que c'est un paradigme extrêmement puissant et je veux dire, c'est pas compliqué de montrer que les mandingues viennent d'Égypte antique, que c'est eux les anciens Égyptiens. C'est pas compliqué. Je veux dire, il suffit de lire nos travaux un peu pour en avoir pleinement conscience. Mais, le disant, certains en Afrique peuvent se sentir un peu pas concernés. C'est dire que, bon, comme c'est une affaire de mandingue, moi, l'Égypte antique, bon, moi, ça ne me concerne pas. Bon, voilà. Non, je vais vous montrer que non, c'est faux. Parce qu'en réalité, nous sommes tous Soudanais à la base. Sauf qu'aujourd'hui, ces populations vivent dans des pays bien déterminés. Si un jour l'Afrique, et c'est notre souhait, qu'on ait une forme d'unité objective et que ces frontières qui sont des balafres disparaissent, eh bien, on comprendra que c'était un accident et que nous sommes de nouveau nous-mêmes. Mais en attendant, puisqu'on a parfois la faiblesse de se croire et de se revendiquer Gabonais, Camerounais, Sénégalais, Sud-Africains, Zambiens, je ne sais quoi, eh bien, il faut faire avec la réalité quand même. On ne peut pas nier la réalité, on ne peut pas vivre dans un monde qui n'existe pas. Le monde est tel qu'il est, il faut pouvoir le travailler pour qu'il change si on veut qu'il change. Donc, je vais illustrer ce qu'on appelle l'unité culturelle pour vous montrer qu'en fait, je suis en train de parler des mandingues, mais moi, qui suis d'une filiation Bassa au Cameroun, je suis pleinement concerné parce que les mots que je viens de prononcer là, chez les Bassa, c'est extrêmement fort. Et pour les mêmes motifs, parce qu'on parle toujours de la même chose. Bon, je vais donc aller au Cameroun. Vous savez tous, le Cameroun, c'est un pays d'Afrique, situé à plusieurs milliers de kilomètres du Mali, c'est-à-dire le territoire où vivent aujourd'hui les mandingues. Bien qu'on trouve au Cameroun, bien sûr, des Peuls, qui sont des Soudanais, évidemment. On trouve des Soudanais au Cameroun, au nord du Cameroun, et pas seulement les Peuls d'ailleurs. D'accord? Mais enfin, ça c'est pour les référents que vous pouvez vérifier et connaître. D'accord? Donc c'est un pays d'Afrique centrale, soi-disant. En fait, d'Afrique occidentale, parce que le Cameroun est à l'ouest. Mais on dit Afrique centrale pour les communautés de la colonisation, parce qu'on ne sait même plus lire une carte. On prétend que le Cameroun est à l'Afrique centrale. C'est pas l'Afrique centrale, c'est l'ouest. Mais bon, ça c'est encore d'autres problèmes. Donc les Bassa, pour les situer brièvement, là, ils sont un peu comme ça, situés, bon, sur cette carte ça va être compliqué, mais enfin, dites-vous autour de la zone Douala, parce qu'ils sont à Douala évidemment. C'est une région qu'on appelle la Grande Sanaga maritime. Et si vous voyez sur cette carte Douala, sachez que les Bassa vivent là. C'est leur aire culturelle, c'est là qu'ils vivent. Et vous voyez que ce n'est pas à côté. Hein. Je veux dire, quand on parle du Mali, des Bambara, ce n'est pas à côté. Mais chez les Bassa, qu'est-ce qui se passe? Le mot que je viens de prononcer là, en malinké, quand je dis saï ou sei pour dire revenir, recommencer et refaire, chez les Bassa, c'est le principal mot pour désigner le principal rituel apotropaïque et de propitiation chez les Bassa. Et je vais vous expliquer pourquoi. On dit saï, mais c'est le même mot, d'accord? C'est le même mot. Et s'il y en a ici qui sont Bassa, ils savent ça. Bon. Donc, chez les Bassa, c'est quoi le saï? Rituel apotropaïque. Qu'est-ce que c'est que apotropaïque? Ça veut dire quoi? C'est un rituel qui conjure le mauvais sort. Et de propitiation. Qu'est-ce que c'est que propitiation? Ça veut dire quoi? Action visant à s'attirer le pardon ou la considération d'une divinité. Donc, chez les Bassa, le saï, c'est un rituel apotropaïque et de propitiation. Utilisation de la parole en vue de purifier une personne, d'éloigner d'elle toutes les influences néfastes, de dévier d'elle un danger et de la protéger contre tous les maléfices pour lui ramener toutes ses chances et lui souhaiter procréation, bonheur et abondance des biens ou hâter une guérison. Pour rétablir, c'est-à-dire recommencer, pour rétablir l'harmonie d'un individu, régénérer son magnétisme, on organise le saï. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est un Bambok, il s'appelait Maïmatip. Bambok Maïmatip, très connu en pays Bassa. Le saï, chez les Bassa, c'est le même principe, le principe du retour, sauf que les Bassa l'utilisent dans un contexte spirituel, rituelique. C'est un rituel, ça s'appelle comme ça, le saï. En Bassa, c'est un rituel apotropaïque, c'est-à-dire qui conjure le mauvais sort, et de propitiation, action visant à s'attirer le pardon ou la considération d'une divinité. Utilisation de la parole en vue de purifier une personne, d'éloigner d'elle toutes les influences néfastes, de dévier d'elle un danger et de la protéger contre tous les maléfices pour lui ramener toutes ses chances et lui souhaiter procréation, bonheur et abondance des biens ou hâter une guérison pour rétablir l'harmonie de l'individu, régénérer son magnétisme, c'est-à-dire même la Terre, elle a besoin du saï. C'est ça qu'on appelle une nouvelle ère. Pour régénérer le magnétisme de la planète Terre, le lever Eliak fait le saï.
C'est-à-dire que quand j'allais dire Isis, Musokoroni se lève un peu avant le soleil, c'est qu'elle fait là? C'est le saï chez les Bassa. C'est exactement ça. D'accord? On organise le saï. Bon, je pense que je n'insisterai pas davantage, mais chacun comprend. Revenir, recommencer, refaire. Donc, on se renouvelle, on se régénère. C'est ça qu'on appelle la renaissance. Et ça, c'est ce qu'on appelle un rituel isiaque. Est-ce que j'ai besoin même d'expliquer ça à un initié Bassa pour qu'il comprenne? La seule chose que je veux lui apporter comme information, c'est que ça vient d'Égypte. Et que ça, là, c'est ce qu'on appelle un rituel isiaque. C'est-à-dire le culte Bassa, le Borg Bassa, ce sont des rituels isiaques et osiriens, si vous voulez, si j'utilise une terminologie égyptologique. Mais c'est ça. Les rites isiaques, entre autres. D'accord? Parce que Saï, c'est son nom. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle porte sur la tête. Quand on voit l'étoile là, c'est ça qu'elle porte sur la tête. Hein? C'est ça, c'est le chiffre 8, d'après le corpus mandingue. Et je dis que je tiens comme référent le corpus mandingue pour avoir un corpus unifié. Parce que on peut très facilement nous faire la critique que maintenant vous vous éparpillez partout en Afrique, vous trouvez ici. Non, c'est ça, c'est une réalité. Les peuples africains ont migré. Mais ce n'est pas tout le monde qui est disposé pour comprendre cela. C'est-à-dire, quand Cheikh Anta Diop expliquait que les territoires d'habitation actuels ne sont pas ceux où vivaient ces peuples il y a encore quelques siècles, il y en a qui posaient déjà des problèmes, des difficultés. Bon, voilà, ils ne comprennent pas. Et même encore aujourd'hui, si vous allez par exemple à un pays comme le Cameroun, beaucoup se considèrent comme autochtones et traitent des autres d'allogènes, comme si c'était un territoire où ils ont toujours été, etc. Alors qu'eux-mêmes, ils sont arrivés, vous comprenez les problèmes. Hein? Quand on ne sait pas qui on est, on produit de l'ignorance et de la violence et de la brutalité envers son prochain, envers son frère, en fait. Ça, c'est l'ignorance qui fait ça. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver à une civilisation que de perdre vraiment ses références. Parce que vous n'allez plus reconnaître votre frère. Vous n'allez plus savoir faire frère. Vous n'allez plus savoir qui est votre allié et qui l'est moins. Vous n'allez plus le savoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, le tribalisme, c'est cela. C'est l'ignorance qui fait prospérer cette façon de voir. C'est clair. Et je n'ai aucun problème, parce que je suis en train de vous parler des mandingues, mais est-ce que j'ai besoin ensuite de vous expliquer l'unité africaine après ça? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer l'unité culturelle des peuples noirs après ça? Pas du tout. Quand les Bambara disent revenir, le Bassa dit régénérer. Est-ce que ce n'est pas le même concept? Est-ce que ce n'est pas la même pensée symbolique qui s'exprime? Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer même? Non. Non. D'accord? Ce qui compte en fait, c'est la matérialité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on avance. Nous devons quitter nos positions de confort qui sont généralement gouvernées par une mauvaise appréhension des choses. D'accord? Et nous faisons une proposition. C'est d'utiliser le corpus mandingue pour unifier les peuples noirs. Pour plusieurs raisons. Je me limiterai simplement au rapport immédiat avec l'Égypte pharaonique, mais il y en a d'autres que je n'ai pas le temps ici de développer, mais il y en a d'autres. D'accord? Bon. OK. Bon, donc si ce que je dis ici est clair, je pense que ça l'est, on va donc avancer. Séguén, fatigué, épuisé, on l'a dit, c'est la parole prononcée par Musokoroni au temps de la création. Lorsqu'elle apparaît, elle dit « Lève-toi, je suis épuisé ». Prenez-le aussi comme si elle donnait son nom. C'est-à-dire « Je m'appelle épuisé ». On peut le dire, même si en bambara, ça va être différent. Mais enfin, en français, on peut jouer sur les mots, comprendre qu'elle est en train de dire quel est son principe fondamental. C'est la résurrection. Voilà pourquoi elle est au début du calendrier. Et d'ailleurs, nous sommes dans le temps où nous devons préparer ces questions. C'est-à-dire le nouvel an. Il faut le faire sérieusement, parce que souvent les gens ils pensent que c'est du folklore. Et les 10 ans, certaines peuvent le prendre aussi comme des critiques parce qu'ils se sentent concernés. Mais je dis à un moment donné, je ne peux pas toujours m'excuser de dire les choses comme je le pense. Hein? À un moment donné, il faut quand même savoir dire les choses. Est-ce que j'ai tort en le disant? Bon, l'histoire jugera. Mais je pense qu'il faut faire les choses sérieusement et quitter un peu des... Ne pas faire ce qu'on ne comprend pas. On ne peut pas faire ce qu'on ne comprend pas. Vous ne pouvez pas avoir une pratique que vous ne comprenez pas. Je veux dire, non, personne n'est né pour être un mouton, suivre comme ça sans comprendre. Quand on comprend, on sait pourquoi on fait. Et vraiment, on n'a pas besoin ensuite d'être convaincu de quoi que ce soit. On est déjà soi-même convaincu par le fait d'avoir compris. Voilà. Donc, Séguén, c'est fatigué, épuisé. Nségéna, je suis épuisé, je suis fatigué. C'est ce que dit Musokoroni lorsqu'elle apparaît, ça vous le savez. Mais il y a d'autres conséquences, je vais juste l'étendre.
Sachez que c'est également le nom de l'épervier, du milan, du faucon dans les langues bambara, malinké dans les langues mandingues. Séguin, fatigué, épuisé en bambara. Ségué, c'est épervier, milan. Malinké, c'est la même chose. Ségué, le faucon, le milan, l'épervier, bref, l'oiseau de proie. En kassonké, séguin, hein, c'est le même mot. Épervier, les poulards, séguélère ou séguélé pour dire l'épervier. C'est le même mot qui mute, mais c'est le même mot. D'accord? Voilà pourquoi on va représenter la reine du ciel sous la forme d'un milan. Comment vous pouvez, j'insiste encore, hein, parce que souvent, ça paraît évident quand on dit les choses de cette façon, mais comment vous pouvez, après le petit exercice que nous conduisons ici, cette journée simple du samedi 29, je crois, mais questionner ensuite le référent culturel. C'est ça, ce que je dis là, c'est pas ça l'Égypte antique, c'est que l'Égypte antique n'a jamais existé, vous devez le savoir, d'accord? Quand vous voyez Isis représenté sous la forme d'un milan, c'est Ségé, c'est Sigi, d'accord? C'est le même mot, c'est l'étoile. Et vous voyez ici, c'est Isis et Nephthys, soi-disant Isis et Nephthys. Bon, c'est comme ça qu'on les appelle. Enfin, vous comprenez le principe. Et vous voyez qu'elles sont en train de veiller un défunt. En fait, c'est une défunte, c'est la reine appelée Néfertari, qui est dans sa gaine, elle est momifiée. Elle va ressusciter, de toute façon, c'est le principe. C'est pour ça qu'elles sont là, pour veiller à la résurrection de cette reine, d'accord, qui était l'épouse d'un grand roi qui est Ramsès II. Donc, les déesses Nephthys et Isis, les deux déesses sont représentées sous la forme d'un milan, de deux milans, c'est-à-dire les éperviers, les milans, d'ailleurs. Le nom de cet oiseau, c'est encore Nsegena. Je suis épuisé. Depuis l'origine du discours prononcé par le sage Bambara, c'est encore ça qui sort ici. Si ce n'est pas la mémoire Bambara qui s'exprime ici, là, dites-moi ce que c'est. Moi, j'aurais pu vous poser la question, mais je ne sais pas si vous aurez la réponse. Dites-moi, quelle est donc cette civilisation où tout ce que je suis en train de dire là trouve des correspondants et dans le contexte? Si ce n'est pas les Mandingues qui ont fait ça, c'est qui? Ça, c'est quand même une question. C'est quand même une question. D'accord? Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Naturellement, ce que je dis ici, cette image vient du livre. Je le dis d'autant plus que je suis relativement fier de ce bouquin parce qu'il est en plus en couleur. Je le dis parce que je veux vraiment vous intéresser. J'estime que chaque kémite doit lire ce livre. Pour moi, c'est un livre fondateur. C'est-à-dire, d'autant plus que nous sommes dans le temps du Nouvel An et je parle de cette étoile. Donc, vous devez savoir qu'est-ce qu'on va faire dans nos communautés respectives. Qu'est-ce qu'il faut faire pour célébrer cette mémoire. D'accord? Et pour moi, j'estime que c'est un livre que chaque kémite doit lire. D'accord? Parce que je ne peux pas, moi, tout dire ici, ce serait long, et puis bon, parfois, il faut des prérequis. Dans le bouquin, c'est plus facile parce que c'est un discours construit. Bon. Donc, il y a des références, donc voilà, c'est plus facile. Mais c'est une image qui vient du bouquin, et je l'explique aussi dans le bouquin, bien sûr. Donc, Nsegena, je suis épuisé. Séguén, ou Ségé, c'est le nom du Milan, qui est la représentation aviaire d'Isis. Quand elle est représentée sous la forme d'un oiseau, elle n'a pas d'autre représentation que le Milan, qui est Ségé, c'est-à-dire Sigi. D'accord? Donc, c'est bien elle. À la suite de cela, je vais parler brièvement de Nephthys, parce que puisque je l'ai présenté, je ne peux pas l'ignorer. D'accord? On vous dit qu'elle s'appelle Nephthys, bien sûr. On va comprendre pourquoi. Voici la graphie. Ça, ce sont les signes sacrés. Dévotion aux ancêtres. Translittéré Nebet Out, on vous dit que ça signifie littéralement la maîtresse de la maison, la maîtresse du château. C'est comme ça que c'est traduit. Bon. Souvent, on s'en contente, mais il faut savoir que c'est parce que on n'a pas souvent à présent à l'esprit que le copte existe, qui est un état construit et concret, c'est-à-dire c'est une langue qui a été parlée. Le copte a la solution pour cette graphie. Parce qu'en copte, évidemment, on ne dit pas Nephthys. On dit Nebto. Nebto. C'est comme ça que le copte lit cette graphie, qui est dans la structure phonétique, évidemment. Donc, ça montre la pertinence de la translittération, évidemment, parce que ce n'est pas un hasard non plus. Mais c'est de Nebto que vient le grec Nephthous, d'où le mot Nephthys ensuite. D'accord? Bon, c'est des choses que j'explique dans le bouquin quand même, mais je voulais quand même parler ici brièvement de Nephthys pour vous dire qu'est-ce que les ancêtres sont en train d'écrire ici. Pourquoi on l'appelle de cette façon? Bon, déjà, ça c'est une parenthèse, vous le verrez mieux dans le bouquin. En bambara, Segi, c'est le panier. D'accord? Donc c'est Sigi. Donc quand vous voyez le panier avec
c'est encore Isis. Mais dit comme ça, bon, je devrais apporter d'autres éléments pour vous montrer que c'est vraiment ça. Mais pour l'instant, je me limite à ce que j'ai dit ici parce que le mot est translittéré Nebtu, Nebet Out, si vous voulez, correspond au copte Nepto, qui signifie on le verra, mais les Grecs vont dire Neftus, Neftus, pour dire Neftis ensuite en français. Okay? Donc c'est comme ça qu'on arrive à Neftis. Mais le mot enregistré par le copte, ce n'est pas Neftis. Il y a quand même une nuance, hein? C'est Nepto. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en réalité, ce mot-là, c'est du peul, c'est du poulard. C'est le poulard hein, qui a formé ce nom-ci que vous voyez là. Parce qu'en poulard, on dit Nabtu pour dire ramener, faire retourner, rentrer, qui est le principe de cette étoile, qui est Musokoroni, alias Isis, qui est aussi Neftis. Parce que Isis et Neftis, vous savez, c'est la même entité quant au fond. Voilà pourquoi c'est elle qui encadre le principe de résurrection. C'est elles qui sont placées de part et d'autre de la personne qui doit ressusciter. C'est Nabtu, parce que j'ai souvent entendu dire Nabintu, Nabata. On s'arrange comme ça parce qu'on veut faire ressembler un peu la chose. Bon, non. Bon, dans l'absolu, je peux accepter Nabintu si vous voulez, mais il faut comprendre ce que vous êtes en train de dire. D'accord? Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est Nabtu, en peul, qui signifie revenir. C'est le principe de résurrection qui anime cette étoile. Le début d'une nouvelle ère, le recommencement, refaire quelque chose. Hein? Rentrer d'où l'on vient, etc. C'est ça son principe. Donc, si vous comprenez ça, tout ce qui concerne ce principe dans les langues africaines ont affaire avec cette puissance qu'on appelle Isis, hein? C'est-à-dire Musokoroni. D'accord? C'est ça. C'est Nabtu. Et c'est du peul. D'accord? Qui est une langue soudanaise, évidemment. D'accord? Qui signifie ramener, faire retourner, rentrer. Il y a des nuances que je présente dans le bouquin. Ici, je n'ai pas voulu être très long, mais puisque j'ai parlé d'elle comme ça en passant, on aurait pu se poser la question de savoir pourquoi je ne prospère pas de ce côté-là. Je voulais quand même résoudre ce problème, même si ce n'est pas le sujet principal, pour que vous sachiez qu'on ne peut pas se tromper ici. Ce n'est pas possible. Quand vous avez compris, vous savez que vous avez compris parce que c'est comme si vous tenez un filon. C'est un peu comme si vous avez découvert, je sais pas moi, un puits de pétrole. Vous allez tirer, ça va seulement sortir. Parce que quand vous êtes dans la vérité, là, ça sort sans effort. Vous avez compris. D'accord? On n'a pas besoin ensuite d'avoir un censeur qui va vous dire ah, est-ce que ce que vous dites est vrai? Non, ça ne peut pas ne pas. Parce qu'en réalité, les éléments qui sont produits dans ce contexte-ci sont tels qu'il n'est pas possible. C'est pas possible de dire ensuite est-ce que c'était vraiment une civilisation négro-africaine? Non, vraiment, ça, ce n'est plus notre débat, ça. Je pense que c'est clair. D'accord? Nabtu signifie ramener, faire retourner, rentrer. C'est le concept amené par le signe qui coiffe la reine du ciel. Bon. C'est la raison pour laquelle vous verrez donc Isis, on l'appellera comme ça par convention, et Neftis, on l'appellera comme ça par convention, encadrer les éléments qui se rapportent à la résurrection en Égypte. Ici, par exemple, c'est le scarabée, qui, vous le savez, est le principe du devenir, c'est-à-dire la résurrection même. Voici pourquoi, sur ce pectoral du roi, appelé entre guillemets Toutankhamon, elles paraissent de cette façon. Elles encadrent ce principe parce qu'elles incarnent le principe de résurrection, de renaissance. Donc, quand on parle de la renaissance africaine, cela ne peut pas se faire sans cet esprit, cette puissance qui s'incarne dans la femme, tout simplement. Donc, en clair, cela ne peut pas se faire sans l'apport des femmes. C'est impossible. Parce que ce sont ces femmes qui vont fabriquer cette nouvelle ère. Ce sont les femmes africaines, puisque c'est elles qui sont préoccupées par la question de la Renaissance, qui vont être actrices dans le mouvement de Renaissance. C'est clair et c'est net. D'accord? Parce qu'on peut parler des astres longtemps, mais il faut savoir qu'elles ont des références sur Terre. Et les référents, pour ce qui concerne ce que nous avons abordé aujourd'hui, ce sont les femmes. D'accord? Donc, ce que je dis pour Isis, dans le ciel, est vrai pour la femme sur Terre. Hein? Voilà. Donc, il faut bien comprendre le rapport et les responsabilités, évidemment, viennent avec. Les responsabilités viennent avec. D'accord? Donc, il faut faire un travail vraiment de ce point de vue de conscientisation et d'explication, de compréhension des enjeux. Parce que ça ne se fera pas autrement que de cette façon. Ramener, faire retourner, rentrer, c'est le principe qui anime Isis et Neftis. On dira comme ça, on mettra des guillemets. J'utilise ces formes par convention. Vous savez, je peux m'en émanciper parce que je connais leurs noms. D'accord? Je ne suis pas le seul. Dans le cadre des cours, c'est des choses que nous voyons. Donc, mais je le dis pour que, si je dis Nabtu, ça peut surprendre celui qui découvre comme ça. Il va dire, c'est quoi Nabtu? Je connais Neftis, Nabtu c'est qui? Il ne sait pas. Okay? Donc, il faudra encore faire l'effort vraiment d'aller au vrai mot pour comprendre que, ma foi, le cop peut quand même servir de référent. Quand on dit Nabtu, eh bien, on sait que c'est Nabtu. C'est le peul. C'est le peul. C'est parlé en Afrique, depuis le Cameroun jusqu'en Guinée. Voilà, c'est clair. En passant par le Sénégal, le Mali. Donc, c'est clair.
Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui, évidemment, feront la démarche de nous rejoindre. La bienvenue dans l'école des scribes. J'espère que cette brève communication vous a permis de comprendre l'intérêt de la démarche qui est la nôtre et les enjeux qui sont face à nous. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas seuls à conduire un travail dans ce domaine. J'estime pour moi comme un privilège de pouvoir en parler à mes contemporains. Parce que j'aurais pu traverser la vie sans jamais comprendre le tiers de ce que je sais aujourd'hui. Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et nous vous souhaitons donc la bienvenue pour ceux qui ont décidé de nous rejoindre dans le cadre de l'école des scribes. C'est votre école. Et je remercie également, évidemment, ceux qui nous ont fait confiance jusqu'ici, car sans eux, évidemment, ce travail n'aurait pas pu être possible. Et je remercie aussi les membres de l'association qui encadrent les travaux, qui encadrent les stagiaires, qui font un travail remarquable de ce point de vue-là. Et évidemment, je vous remercie, vous qui avez pris le temps de cette fin de journée pour suivre cette brève communication. J'espère qu'elle a été intelligible, que vous avez saisi ce que j'ai pu dire ici. Parfois, je peux être passionné, c'est mon tempérament. Moi, je le ressens dans ma chair. Hein. Je ne peux pas faire autrement parce que je vis beaucoup de choses, et souvent en solitaire. Ma foi, je n'ai pas toujours l'occasion de partager vraiment tout ce que j'ai dans la tête. Et quand ça se produit, parfois, je peux me montrer passionné parce que c'est un peu comme ça. Mais enfin, j'espère qu'on retiendra l'essentiel, dégager de la passion et qu'on comprendra que c'est un travail sérieux qui appelle des responsabilités et qui appelle aussi des engagements. Voilà. Donc, nous arrivons au terme de cette communication. Je n'ai pas souhaité prendre de questions parce que le cadre ne s'y prête pas, c'est une porte ouverte. Il y aura certainement des questions à vous poser par la suite. Je pense que nos partenaires dans le cadre de l'école des scribes ont préparé des choses de ce point de vue-là. Je vais donc repasser la parole à Elounou ou Mylène, au choix. Et puis, je vous remercie donc de votre attention. Merci.